down. Go down. Bonsoir Michel Simès. Bonsoir, monsieur Radisson. Alors vous êtes l'animateur préféré des Français. On dit que les gens pleurent de joie quand ils vous croisent dans la rue. Ah, si ça pouvait être vrai. En tout cas, il y a beaucoup de respect quand on me croise dans la rue. C'est toujours des bonjours docteurs, etc. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est vrai quand les gens sont un peu connus et qu'on les croise, on a tendance à leur taper sur l'épaule quand c'est les chanteurs, des footballeurs et tout. Moi, il y a un respect du bonjour docteur. C'est normal. Je ne sais pas s'ils pleurent de joie, mais enfin bon. Est-ce que vous avez la sensation d'être devenu le commandant Cousteau? Vous parlez par rapport au petit bonnet rouge ou par rapport... Au début de votre célébrité, vous aviez un sentiment d'imposture et puis vous avez rencontré Nagui. Et j'ai vu qu'il y avait pire. Et voilà. Ouais, voilà. C'est la différence, je vais vous dire. Moi, je me prends peut-être pour un animateur. Nagui, il se prend pour un médecin, ce qui est beaucoup plus compliqué. C'est plus dangereux, oui. Voilà. Alors, vous savez qu'on finira par donner votre nom, peut-être pas à un hôpital, mais à une blague de cul. Oui, mais je suis en train d'essayer d'en écrire un petit peu pour qu'il y en ait au moins une qui reste. Faites un livre, oui. Alors, les mêmes Français qui ont arrêté et déporté à Auschwitz votre grand-père, Chaim Simès, ont élu Michel Simès, son petit-fils, comme animateur préféré des Français. Est-ce que cela suffit pour que vous leur pardonniez? J'ai pas à pardonner ou à pas pardonner. Je veux dire, voilà, effectivement, je trouve que l'histoire est dingue. Enfin, le raccourci de l'histoire est complètement délirant. Ça fait 60, un peu plus de 70 ans qu'enfin, mon grand-père est arrêté par la police française. Ouais. Et puis, quelques décennies plus tard, son petit-fils est animateur préféré des Français, parmi les Français préférés des Français dans le JDD. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a ému, bien évidemment, mais je me suis dit qu'en même temps, on avait un pays incroyable, quoi, parce que voilà, c'est un pays dans lequel, en quelques décennies, voilà, on passe d'une extrême à une autre. Il n'y a pas de pardon à avoir. Enfin, genre les pardons, c'est la France, c'est Jacques Chirac qui l'a demandé pour l'arabe du Veldiv. Après, voilà, la vie est comme ça, l'histoire est comme ça, et l'histoire de mon grand-père. Ce qu'il faut dire au sujet de votre grand-père, moi, c'est une histoire qui me touche énormément parce que, comme je vous l'avais raconté, j'avais imaginé ça comme un film, comme une fiction. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait la guerre de 14-18, en 40 ou en 42, sa femme lui dit, écoute, ils veulent te voir à la préfecture ou à la police, tu devrais te méfier. Et le mec dit, attends, j'ai servi la France, il ne va rien m'arriver. Il y va, il part à Auschwitz. Donc ce que j'avais imaginé comme un scénario de fiction, en fait, c'est la réalité de votre grand-père. Et ce qui est incroyable, parce qu'en fait, on m'en reparle beaucoup depuis Histoire d'une Nation, documentaire sur l'histoire de la France qui est passé. Et comme mon témoignage clôturait la première partie, c'est incroyable le nombre de gens qui m'en ont parlé en me disant qu'ils avaient été très émus par l'histoire et en même temps une sorte de fierté d'être français, que la France ait pu, encore une fois, quelques décennies plus tard, inverser complètement le sens de l'histoire. Alors, vos parents, Anna et Nathan, étaient tailleurs avant de se lancer dans le commerce. Votre père était dans la solderie, votre mère était dans l'immobilier. À cause de la guerre, ils n'ont pas pu faire d'études. Et vous avez voulu prendre une revanche sur la vie, et ça a marché. Ouais, alors est-ce que la génétique passe de génération en génération? Est-ce que la mémoire collective fait que parce que mes parents, mes grands-parents avaient souffert, je me suis mis à faire des études? J'en sais rien parce que personne ne peut répondre à cette question. Mais voilà, il est certain que ça m'a donné une grande énergie, ça m'a donné une sorte de je me suis mis une sorte de pression, de mission. En me disant je vais être le premier Simès à avoir son bac. Ça n'a pas été facile, mais j'ai eu quand même. Et puis je savais que je rendrais tellement mes parents heureux de faire un beau métier, plus la passion que j'avais pour ça. Donc j'ai fait médecine. Et vous êtes devenu le médecin qui est un grand malade. Voilà, au début, j'étais que médecin et je suis un grand malade. Alors les Français vous élisent donc régulièrement comme leur animateur préféré. Et pour leur faire plaisir, en fait, vous avez décidé de devenir vraiment animateur. Voilà. Voilà, là, ça y est, là. À la demande de Nagui. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, Nagui a tellement répété partout que j'étais pas un animateur. D'ailleurs, que toutes les émissions que je présentais, c'était toujours à deux. Avec Marina Caradancos, avec Adriana Carambeu, avec lui. Et que j'étais incapable de faire une émission toute seule. Que j'ai voulu tenter le coup. Et voilà. C'est la nouveauté. Vous allez animer les deuxièmes parties de soirée de France 2, enfin je dirais surtout réanimer
J'aimerais bien... écoutez, si je peux être animateur comme médecin, cette fois-ci, ça sera bien. Ça s'appellera. Ça ne sortira pas d'ici. Voilà. Vous avez trouvé le titre dans une partouze ou quoi? Non, ça n'entrera pas ici, sinon. Mais non, j'avais dit que j'aurais bien aimé que cette émission s'appelle Un suppo et au lit. Ouais. Je trouvais le titre très drôle, mais bon, apparemment, ça faisait pas marrer tout le monde à France Télévisions. Donc, ce sont eux qui ont trouvé ce titre, et je le trouve pas mal, parce que ça ne sortira pas d'ici résume assez bien ce qu'est l'émission, c'est-à-dire une consultation médicale dans laquelle on dit des choses qui ne sortiront pas d'ici. Alors, dans votre émission, les invités sont qualifiés de patients. Les interviews ont lieu dans un décor de cabinet médical, et elles s'appellent des consultations publiques. Alors, j'imagine que vous serez dans un questionnement du genre « Quel homme politique vous donne des boutons ?» ou Voilà. Quelle femme politique vous donne de la fièvre? Voilà. Magnéto, Serge. Donc, Bernard Kouchner, vous êtes chez le docteur Ardisson. Bonjour, docteur. Bonjour. Quelle femme politique vous donne la fièvre aujourd'hui en France? Roselyne Bachelot. Ah oui? Ah oui. Elle vous excite? Non, je l'aime bien. Quel est l'homme politique qui vous donne des boutons? Nobody. Nobody. I don't give them the time of day. Il ne leur accorde pas assez d'importance. La dernière fois que votre cœur s'est arrêté de battre, c'était pour qui? For my wife and my daughter. Pour sa femme et sa fille. Sur quelle période de votre vie aimeriez-vous être amnésique? Oh la vache. Ça, c'est un shake-up. Peut-être maintenant, si, peut-être maintenant. Peut-être maintenant? Ouais, maintenant. Vous n'êtes pas bien, là? Je suis pas bien. Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur aujourd'hui quand vous entendez Sarkozy? Sa voix de Karcher. Quelle est la vedette de la télé qui vous donne des boutons? Ah, ça, c'est Nagui, quoi. Parce que je comprends pas ce qu'il dit. Quand il y a que lui qui comprend ses vannes. Ouais. Et puis, il est chiant, il a un melon. Enfin, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur, finalement, aujourd'hui, quand vous regardez la télévision? Sérieusement, le manque d'audace et de créativité, le fait que dès qu'il y a un truc qui marche, il est décliné 25 000 fois. Alors, la métaphore médicale, ça marche. Ouais, ça marche. Et puis, c'est une façon aussi d'aborder la question sous un autre angle, sous un prisme. Vous voyez, vous y arrivez, alors. Même moi, j'y arrive. Bah oui. Mais je voudrais insister sur une chose. Comme je suis effectivement médecin dans cette émission et que je reçois des people qui sont des patients, je reste médecin. Ça veut dire que je ne franchis pas la ligne du secret médical. Vous le verrez dans la première émission, j'ai un dialogue, des échanges très poussés avec Laurent Ruquier, très poussés avec Claudia Tagbo, sur des problèmes ou des choses très personnelles, parce que je pense qu'ils ont face à eux, à un moment, un médecin. C'est à un moment, je suis animateur, d'accord, mais je quitte mon costume d'animateur pour devenir médecin. Et à faire ce que je sais faire finalement, parce que je le fais en consultation encore aujourd'hui, avoir une certaine empathie qui met les gens en confiance. Alors la première sera diffusée le 31 octobre à 22h55 avec Laurent Ruquier, Gérard Jugnot, Claudia Tagbo. Vous avez tiré des trucs. Oui. Les maladies des stars. Oui, mais celles dont elles veulent parler, pas celles qui sont révélées par la presse people. Oui, d'accord. Ok. Bah, invitez-moi, je vous raconterai de quoi je suis malade. Mais je compte bien vous inviter parce que... À vous, je parlerai parce que vous êtes médecin. Mais c'est vrai. Mais je compte beaucoup là-dessus. Je vais vous dire, c'est peut-être le stade ultime de l'interview, ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que moi je peux faire ou mes confrères peuvent faire, arriver à les choper sur le plan médical, là, il n'y a plus de secret. C'est comme un avocat, un Toubib. Non, mais ils acceptent de moi. Parler de ça avec Gérard Jugnot, je ne suis pas sûr qu'ils prennent bien la chose si c'est quelqu'un d'autre. Mais je suis d'accord. Il s'est senti. Bravo, très bonne idée. On dirait merci. Alors, à part animateur, écrivain, vous faites acteur. On vous voit ici dans Meurtre en pays d'Oléron, donc, qui est une fiction qui est passée sur France 3. Et désormais, vous faites chanteur. Oui, vous faites allusion au clip que j'ai fait pour dire au revoir. Ah, c'est formidable. Magnéto, Serge. Toute la médecine que j'aime, elle vient de là, elle vient de ma blouse. La médecine vivra tant que vivra ma blouse. Debout à l'aise, je vais vous poser une prothèse.
vos moignons, prêts pour le marathon. Bourdonnement fini pour toi. Pardon de ne pas te regarder dans les yeux. Bonjour les glaires, des trucs tout verts, pas étonnant que tu sois un peu sourd. Et bonne chance à celui qui veut ma place. On va te saigner jusqu'à la moelle, tu vas te vider. Tous les toubibs te diront d'essayer. Comment guérir au Moyen-Âge tout l'art de drainer. Ouais. Honnêtement, vous avez une bonne voix. Et en plus, ça sonne bien. Genre, les musicos, ils assurent, hein, c'est pas de la merde. Ils assurent, et on l'a fait ça avec Jean-Marie Lowe, qui est un professionnel, Franchement, ça professionnel assure, ouais. et qui nous a fait, qui nous a mis tout ça en musique, qu'on voit, qui joue avec nous. Et en fait, j'ai fait ces petits clips pour dire au revoir au magazine de la santé C'est bien, c'est en super. juin dernier. Ça fait la blague. Voilà, et ça fait. Alors, docteur Simès, on va profiter de votre présence pour faire une interview conseil pourri. Alors, quel conseil vous nous donnez si on veut se sentir mauvais de la bouche? De bouffer un cimetière. Quel conseil vous nous donneriez si on veut attraper un gros rhume? Vous prenez quelqu'un qui a un rhume. Ouais, voilà, tiens, voilà. Vous l'embrassez très Vous chaleureusement. lavez pas les mains. Voilà, vous lavez pas les mains, vous l'embrassez très chaleureusement. Ou si vous voyez quelqu'un qui éternue dans le métro, vous vous mettez juste devant. D'accord, voilà, très bien. Merci, docteur. Voilà. Ça, c'est des conseils. Voilà. Alors, si on veut se casser la cheville, comment on fait à part descendre cet Si on veut se escalier? casser la cheville, Ouais. vous qui n'avez pas l'habitude, vous prenez des escarpins avec des talons comme ça. D'accord. Et là, vous pétez Merci, la cheville. docteur. Je vous en prie. Mais je sais que vous le faites régulièrement, donc c'est pour ça que je me permets. Tous les samedis soirs. Allez. Quel conseil vous nous donnez pour avoir un cerveau réellement diminué? Ça, c'est très simple. Vous regardez certaines émissions Oui. dans lesquelles les chroniqueurs ont eux-mêmes des cerveaux très très diminués, D'accord. voire, mais alors on n'a pas pu faire de scanner pour ça, pas de cerveau du tout. Ah oui, ça peut arriver. Oui. Quel conseil vous nous donnez pour avoir le minimum de rapports sexuels? Il faut pas avoir de libido parce que c'est la libido qui vous donne envie d'avoir une relation sexuelle. Donc il faut regarder la même émission dont je parlais. Et est-ce que le bromure peut aider? Oui, le bromure, on dit que ça peut aider, mais j'ai jamais essayé personnellement. Parce que service militaire... On disait toujours aux mecs qu'il faut du bromure vu qu'ils étaient qu'entre mecs et qu'il fallait pas qu'il y ait trop de... Non mais c'est vrai en plus. Oui, je sais. Mais vous en avez pris? J'ai pas fait le service moi. Ah, et pourquoi? Parce que j'étais P4, j'étais fou. Ah, comme quoi il s'était pas trompé. Et pour avoir une crise cardiaque en un temps record, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dépasser les limites de ce que son cœur peut supporter. Ouais. Et si pour peu que vous ayez fumé toute votre vie, que vous mangez gras toute votre vie et que vous avez de temps en temps des douleurs dans la poitrine, forcez bien, montez une côte contre le vent pendant qu'il fait froid. Et il y a un moment, ça va lâcher. Ben voilà. Et si on veut pas vivre très longtemps pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous m'avez demandé comment on faisait pour avoir le moins de rapports possible. Vous avez 4 ou 5 rapports par jour et au bout d'un moment, le cœur, il tiendra pas. Ah ouais? Ouais. Non, Donc pour niquer son cœur, faut baiser en fait. on peut l'exprimer comme ça. Je dirais différemment à mes patients, mais on peut l'exprimer comme Merci ça. Ouais. docteur. Alors, il y a un truc. Il y a une dernière chose là. J'y repense. J'en ai parlé avec ma femme. C'est la question Colombo. Excusez-moi Michel, mais il y a un truc qui me revient. Pour préparer l'internat, quand vous étiez en 6e année de médecine, vous preniez pas mal d'amphétamines. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous faites, est-ce que vous en prenez encore beaucoup? C'est marrant parce que juste avant de venir chez vous, mon avocate, j'ai eu au téléphone, elle me dit si tu peux éviter de raconter que tu as pris des amphètes pour ton internat. Donc ça veut dire, pardon, mais ça veut dire qu'avant d'aller chez Ardisson, les gens appellent leur avocat. Non, ça veut dire que comme il y a une presse people qui a dit Simès, drogué, etc. Ben, remettez les choses au point. Elle m'a dit évite d'en parler parce que sinon un jour on va te dire avec tout ce que tu fais aujourd'hui, tu dois prendre des drogues. Elle est Et pas c'est con, exactement votre la avocate. question. Bravo. La question. Non, mais
Vous savez, moi, je suis assez cash. Pas mal d'étudiants l'ont fait. J'ai pris un peu d'amphète à l'époque où on parlait pas d'amphétamine comme ça. Et bien évidemment, pas question de conseiller de prendre des amphètes. Non. À l'époque, moi, je savais pas trop ce que c'était. On prenait des trucs pour tenir. On prenait 12 litres de café. Oui, l'ordinateur. On prenait 12 litres de café pour tenir parce qu'il fallait qu'on bosse comme des malades. Mais voilà, je ne m'en vante pas. Je l'ai fait. Je le ferai plus. Et il faut pas le faire. Ah ouais. Voilà. John Farr, bonsoir. Bonsoir. D'abord, c'est un plaisir de vous rencontrer. C'est la première fois que je vous reçois. Ça fait toujours un peu bizarre de découvrir un nouvel invité. C'est un peu comme mon premier rendez-vous. Je suis un peu intimidé. C'est beau. Ouais. Vous vous êtes dit quoi quand je vous ai invité? Merde, je vais chez Ardisson, je vais être obligé de dire à quel âge je me suis fait violer par un rabbin. Ah, mais on avait dit qu'on n'en parlait pas de ça. D'accord. Vous êtes à l'origine d'une centaine de BD, comme dessinateur ou scénariste, ou les deux à la fois. On vous doit quelques sagas à succès, comme Le Chat du Rabbin, Donjon, ou encore Le Petit Vampire. Vous êtes également écrivain, avec 5 romans. Vous êtes enfin réalisateur, récompensé par le César du meilleur premier film pour Gainsbourg, Vie héroïque, et par le César du meilleur film d'animation pour Le Chat du Rabbin, effectivement. Et voilà, Nice Bel-Ange, évidemment. Vous êtes né à Nice en 1971 d'un père, André, séfarade algérien, avocat engagé dans la lutte contre le néonazisme, et d'une mère, Lilou, ashkénaze ukrainienne, championne de natation et chanteuse. Qui a été Mademoiselle H-Tendre. Et qui a sorti 2,45 tours, qui avait fait des photos avec Claude François quand elle était enfant. Et c'est sans doute grâce à elle que je me suis mis à me passionner pour Gainsbourg, pour la chanson, pour tout ça. Si tous les hommes étaient français, je vivrais d'amour et chacun leur tour, ils seraient tous mes fiancés. Formidable. Elle a un sourire dans la voix, un petit peu comme France Gall. Ah oui, c'est exactement ce style-là. Chante bien. Alors, c'est André, votre père, qui écrivait les chansons? Oui, mon père, il avait un bateau, il jouait de la musique, il avait une Alfa Romeo, et c'était le mec de Mad Men, sauf que c'était mon père. Il était beau gosse, hein? Il était très beau gosse. Très beau gosse. C'est très compliqué de grandir à l'ombre d'un mec comme ça. Ouais. Surtout l'adolescence. C'est Ouais. terrible. Tu fantasmes sur les meufs de ton père, c'est un cauchemar. Alors, en 1975, vous avez 3 ans et demi, quand votre mère décède pendant son sommeil. Elle avait 25 ans. Cette mort, vous l'apprendrez à l'âge de 5 ans, votre père vous faisant croire qu'elle était partie en voyage. Néanmoins, le décès de votre mère a été fondateur parce que vous dites « c'est en attendant son retour que je me suis mis à dessiner ». Bah, j'ai découvert à quel point les grandes personnes mentaient bien. Alors ça, tout de suite, je me dis, il y a peut-être un boulot là-dedans. Et je me suis mis à raconter des histoires à tout le monde. Votre père mourant en 2015 à l'hôpital de Nice de la maladie de Parkinson dans vos bras, vous dites « je n'avais jamais vu une âme quitter un corps ». Alors, est-ce que vous croyez que l'âme est une sécrétion du cerveau ou est-ce qu'elle existe à côté du cerveau? Je sais que mon prof de dessin, il nous disait, monsieur Debord, que les cadavres, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de dessiner le vivant. Ouais. Et j'ai pratiqué des autopsies. Ce qui est certain, c'est qu'au moment où une personne meurt, ce qui donne envie de dessiner a disparu. Je ne sais pas si ça s'appelle l'âme. Peut-être que c'est tout simplement le mouvement. Mais ce mouvement-là, c'est ce qui donne envie de dessiner. Vous avez senti quelque chose à ce moment-là? Bah, quelque chose n'est plus là. Vous dites « je ne suis pas bon en dessin ». Je dessine tout le temps, c'est différent. Bah oui, c'est Beck BD disait ça sur l'écriture. Il disait les gens qui écrivent bien, faut pas qu'ils fassent écrivain. C'est si le dessin est une difficulté, on dessine tout le temps. Ouais. Le mec qui a 12 ans dit je suis super fort en dessin, il arrête tout de suite, quoi. Alors, Gottlieb a dit que vous étiez de l'école du gribouillis. Mais là, je sais pas, à un moment il m'adorait, après il m'aimait plus. C'est peut-être parce que vous n'avez pas pensé à lui envoyer le DVD de Gainsbourg, Vie héroïque. Malheureusement, c'est ça. Mais c'est con parce que je suis trop fan de Gottlieb. Mais con. effectivement, sur son vieux temps, il avait une dent contre moi. Ouais. Est-ce que vous êtes de l'école du gribouillis, au fond? Sans doute. Je fais du dessin d'après nature, du dessin d'imagination, et je me dis toujours que le dessin de demain sera mieux. En tout cas, si Gottlieb n'aime pas de mes dessins, de là où il est, moi non plus, je les aime pas. Je ferai mieux demain, donc ça va. D'accord. Alors, vous publiez le tome 8 du Chat du Rabbin, intitulé Petit panier aux amandes. Vous y abordez le problème de la conversion et de l'entrée dans une famille juive lorsque l'on est une femme goy.
Bah, je préfère parler des juifs parce que les autres religions sont un peu plus susceptibles. Je me dis là, je suis chez moi, ils vont pas m'en vouloir. Ouais. Et j'en parle en rigolant, mais c'est vrai que ça crée beaucoup de chagrin dans les familles. Et puis moi, je m'étais toujours dit bêtement, c'est la faute des rabbins. Sauf que je suis allé voir des rabbins qui me disent, mais pas du tout. Nous, on n'a jamais obligé personne. Et je dresse le portrait d'un mâle oriental qui veut tout. Ouais. Il veut être avec une femme catholique, mais il veut qu'elle devienne plus religieuse que les Lubavitch, et forcément, il rend tout le monde dingue. Alors vous dites, pendant 16 ans, mon père a refusé de rencontrer la mère de mes enfants, qui était catholique, Sandrina. C'était violent quand même de ne pas vouloir la rencontrer. Votre père qui avait l'air si marrant avec son Bah enfant oui, au mais bureau. alors c'est sans doute ma faute, parce qu'au jour où je lui ai dit « Papa, tu nous emmerdes », il a été adorable avec elle et il l'a traitée comme sa propre bien. fille. Donc c'est moi qui ai manqué de courage dans cette histoire-là. Ouais. Alors en CM2, pour faire plaisir à votre papa, vous êtes tombé amoureux d'une fille juive, quoi. Il m'avait dit, quand j'avais 7 ans, il m'a emmené au musée de la déportation en Israël, au Yad Vashem, et il m'a dit, tu comprends, Hitler a essayé de nous exterminer, c'est pour ça que tu dois épouser une personne juive. Quelques mois après, je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire l'homosexualité? Il m'a dit, c'est aussi grave que si tu fréquentais une personne non juive. Donc j'avais une énorme pression, C'est grave. et manque de bol, dans toute mon école, il n'y avait qu'une fille juive. Et donc j'ai fait l'effort d'aller la voir dans la mesure où au CM2 on peut aller voir une fille. En même temps, j'avais pas vraiment de libido à ce moment-là. Enfin bon, je m'en souviens d'un très long Il faut après-midi. dire la vérité, elle était moche, la fille, en plus. Je sais, on peut pas dire ça, on peut pas juger. Qui sommes-nous pour juger D'accord. Thierry? Enfin, disons que selon mes critères, j'avais d'autres noms sur ma liste. Oui. Et bah, depuis, j'ai pas recommencé. Ben voilà, c'est vrai Depuis- qu'après, il y a eu Sandrina, vous êtes restés ensemble pendant 30 ans. Ah oui. Et maintenant, Louise Lacoste. Mais oui. Mais le fait est que... Non, mais je sais... Alors, grâce à ça, j'ai pu faire le chat du rabbin, parce que tous mes copains étaient dingues des filles juives. Moi, elles me font rien, parce que j'ai peur de mon père. Quand je les vois, je pense à mon père. Donc, du coup, j'arrive à les dessiner très cool. Tu vois, je dis, ah oui, tu vois, tu aimes cette courbe-là et tout. Je suis complètement à l'aise avec ça. Alors, sur les religions, vous avez un avis très clair. Vous dites que les religions doivent être culturelles et non communautaires. C'est vrai que ce serait plus simple quand même. Hein. En tout cas, on peut les accumuler. Moi, c'est le « je suis » qui m'embête. Ouais. Moi, j'arrive à être juif, chrétien, laïque et musulman à la fois, puisque j'ai grandi dans une société où il y a tout ça. Ouais. Ça me dérange pas de faire toutes les fêtes, et je comprends pas pourquoi les gens veulent se les approprier C'est vrai. comme si c'était des équipes de On foot. pourrait être toutes les religions à la fois. Alors, dans votre métier, la religion complique tout quand même. Vous dites depuis Charlie Hebdo, tout le monde est offensé par tout. Les dessinateurs n'ont jamais eu autant d'angoisse. Est-ce que ça veut dire que les tueurs ont gagné? Bah, ça veut dire qu'un écrivain, il peut s'autocensurer. Si j'ai écrit le gros, bah, tu sais, on dit cet individu légèrement ventripotent. Ouais. Quand je dessine un gros, je dessine un gros. Donc, c'est pas que je suis grossophobe, c'est que j'ai envie de dessiner un gros. Ouais. Donc, le dessin, il a un rapport au réel qui emmerde les bigots, oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est compliqué de dessiner parce qu'on vexe toujours quelqu'un. Mais en même temps, c'est ça qui est marrant. Vous dites, nous sommes dans une période de triomphe de l'offensé. Vous savez, tout le monde est offensé tout le temps, toute la journée. Oui, en fait, moi je me dis qu'on a compris Auschwitz à l'envers. Ce qu'on doit tirer d'Auschwitz, c'est de se dire on est tous coupables de sauvagerie ou de méchanceté. Or, au lieu de ça, on dirait que les gens font le concours de qui va être le plus la victime. Ouais. Et ça, je crois pas que ça rende l'humanité meilleure. Je préfère les examens de conscience que les procès. Très bien. Alors, vous avez publié un dessin où vous vous demandez s'il faut donner la parole à Éric Zemmour. C'est une vieille question. C'est Ouais. une question qui remonte au baron François-Henri de Virieux quand il invitait Jean-Marie Le Pen. Ouais. Et une partie de la France se disait on est une démocratie représentative, il faut inviter tous les courants de pensée. Et une autre partie se disait mais vous êtes en train de lui faire un strapontin pour aller à l'Élysée. Malheureusement, je pense que les deux opinions étaient justes. D'un côté, on se doit de représenter toutes les opinions de pensée avec la limite du code civil. L'appel à la haine, la discrimination, c'est tout simplement illégal. Et ensuite, il y a le problème de faire de la pub. Bah, c'est le problème des expériences scientifiques, c'est qu'on modifie le sujet d'expérience. Oui, c'est-à-dire que d'un côté, il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté, et puis de l'autre côté, il y a je ne partage pas votre idée, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez l'exprimer. Non, après, moi, ce qui m'ennuie, c'est le point commun entre Jean-Marie Le Pen, Tariq Ramadan, Éric Zemmour, c'est que tu as toujours un abruti pour te dire il est tellement intelligent. Oui. En fait, il te dit juste les idées haineuses du bistrot avec 3 mots compliqués, mais c'est pas particulièrement intelligent. Et vous savez, les antisémites vous racontent le monde à travers les juifs. S'ils sont enrhumés, ils disent c'est la faute des juifs. Et je pense que Zemmour est comme ça, c'est-à-dire que pour lui, tous les malheurs du monde viennent de l'immigration. C'est un peu le même genre de pathologie, je pense. Alors moi, je pense qu'il s'en fout complètement. Je pense qu'il est très malin et qu'il a compris ce qui provoque l'acte d'achat d'un livre. Il veut pas changer la France, il veut pas améliorer la France. Il a compris qu'il y a plein de gens qui aiment bien dire tout est la faute des Noirs, des Arabes, de ceci, de cela. Donc il écrit ça et il vend des bouquins. Et il en a vendu 500 000 la dernière fois, oui. Bah voilà. Enfin, en même temps, le livre n'est pas interdit. Mais moi, je suis pas pour l'interdiction des Ben livres. voilà, Je donc suis les gens juste... dont le livre n'est pas interdit, on peut les recevoir à la télévision. Ah mais moi, je vous dis pas quoi faire, c'est votre émission. D'accord. Merci, vous êtes gentil. Non, mais c'est vrai, vous dites, en ce moment, en France,
il y a une envie de ne pas débattre, de se mettre en colère, de s'insulter. Les gens n'ont plus envie de changer d'avis. Mais c'est la façon de le faire aussi. Parce que le sujet, quand il dit est-ce qu'il faut donner un prénom de telle ou telle origine à son enfant, on peut se poser ces questions-là. Mais la manière dont il le fait, ça amène à la dispute. Oui. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose d'aller humilier une personne en parlant de ses parents, tout ça? Dire quel prénom je donne à mes enfants, ça veut dire vraiment quelque chose. Bien sûr. C'est une vraie question. Mais prendre une vraie question et en faire un jeu, j'ai l'impression que c'est des sujets assez graves et qu'on pourrait le faire autrement. Surtout qu'il s'appelle Eric et que c'est un prénom allemand. Alors, autre actualité, donc un livre qui s'appelle Modèle vivant, qui est publié chez Albin Michel. Donc 30 ans après y avoir fait des études, vous retournez aux Beaux-Arts, comme prof cette fois évidemment, et vous découvrez la difficulté d'être un modèle nu à l'époque de Balance Tempo. En gros, c'est ça le pitch du livre. Ça a commencé par Françoise Nyssen qui a convoqué quelques professeurs et quelques élèves pour, m'a dit ma directrice des études, régler le problème du harcèlement sexuel à l'école. Alors je me suis dit, mince, il doit se passer des trucs très très graves. Et de fait, elle a dit devant tous les élèves, nous allons tous rédiger un texte contre les agressions sexuelles. Et une élève a dit, mais madame la ministre, ça va servir à quoi? Et la ministre a répondu, le simple fait d'en parler ensemble, tout ira déjà mieux. Et là, moi Dieu sait que je suis pour la vertu, oui. Mais quand l'administration l'utilise à ce point-là, comme on dit en langage militaire, je me suis dit, on essaye de nous vendre des saucisses. Oui, là, franchement. Et j'ai ouvert la porte aux souvenirs sur les modèles, les dessinateurs, qu'est-ce qu'on fait quand on dessine. Très intéressant. Vous dites, à force de vouloir tout aseptiser, on va finir par devoir se résoudre à tuer les modèles nus, puis à les faire poser dans du formol. Il n'y a plus que ça. C'était une élève à moi qui se plaignait qu'un modèle d'un certain âge avait des pertes urinaires ou... enfin bon... Ou séminales, disons. Oui, on ne fait pas exprès quand ça coule à partir d'un certain âge. C'est la chute des corps et elle pensait qu'il le faisait exprès pour l'embêter. En plus, il a osé la regarder. Oui. Alors, vous dites, je suis rarement intimidé quand je parle d'un livre, mais celui-là me fiche un trac monstrueux. On l'a réécrit 4 fois. On l'a fait lire par énormément d'avocats. Pourquoi? D'abord parce que je suis le mec le plus d'accord du monde quand on travaille contre les agressions, quelles qu'elles soient. Et c'est très délicat, quand on est un homme visiblement hétérosexuel, de tenir un discours là-dessus sans passer pour quelqu'un qui minimise les agressions. C'est jamais ce que je fais. Je dis juste que je préfère que ce soit les victimes qui parlent. Alors, par rapport à Balance ton port, vous dites, le cinéma, c'est un monde cruel où les gens sont prêts à tout pour travailler. Le problème ne vient pas que des producteurs, il ne vient pas non plus que des hommes. Vous allez vous faire emmerder pour avoir dit ça. C'est ça le passage qu'on a réécrit 50 fois et où j'ai fini par enlever 50 pages. Parce que dans toutes les industries, il y a des viols, il y a des agressions, il y a des crimes, parce que finalement il est question de crimes. Dans le monde du cinéma, il y a quelque chose de supplémentaire, c'est la sauvagerie anxieuse des gens qui ont peur de ne plus travailler et qui sont prêts à marcher sur la tête les uns des autres pour y arriver. Pas pour avoir du succès, juste pour travailler. Et j'ai mis plein d'anecdotes que j'ai Mais les gens, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a une malédiction dans le cinéma, c'est qu'on est là pour représenter le désir d'un peuple. Je pense à l'histoire de Kevin Spacey, par exemple. Ça fait 20 ans qu'on se dit, il est génial pour jouer les méchants. Et le jour où on découvre qui connaît le crime de près, on feint d'être surpris. Mais le mec qui joue Machete, il a été tueur dans la mafia mexicaine, et c'est pour ça qu'il joue tellement bien les tueurs. Je ne suis pas en train de le légitimer. Non, je suis en train de raconter que quand quelqu'un sait jouer les criminels ou sait jouer les malfaisants, il s'est forcément posé la question à un moment. Il y a un truc là, j'y repense, c'est la question Colombo. Il y a une dernière chose. Vous produisez beaucoup. Trop. Si personne publiait, je dessinerais quand même. Je me lève, je dessine, puis après je vais dormir. Donc je l'ai toujours fait, même quand on ne publiait pas. Quand j'essaie d'en faire moins, ils sont pas mieux. Je sais pas faire autrement. J'ai besoin de dessiner pour être heureux. On vous reproche des fois de bâcler un peu, non? C'est arrivé. Alors maintenant, je dessine de plus en plus grand et je me force à passer de plus en plus de temps sur chaque page. Je sais pas si ça change les choses. Comment ça va? Jusque-là, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Vous avez des hauts et des bas, comme tout le monde. Et je crois que le plus simple, c'est de faire une interview up and down. Upside down, boy, you turn me. Inside out. Le mot que vous dites le plus facilement. Fort calqué. Le mot que vous dites le moins facilement. Merci, c'est bien. C'est un peu lié. Je suis tellement exigeant que, au fond, je veux toujours dur de bosser avec vous. Qu'on soit meilleur. Ouais. Ah oui. Jennifer, elle survit. Oui, mais toute l'équipe. Je pratique la théorie de la roue à cliquer, vous savez. Elle va dans un sens, donc vous montez le niveau, mais ça peut jamais redescendre grâce au cliquet. Très bon management. Ce que vous préférez en vous? Physiquement?
Commençons par le physique. Ouais. Bah, vous êtes pas mal Mon comme sourire, mec. tiens. Ouais, vous êtes sympathique. Ouais, j'espère bien. Ah, vraiment. Ce que vous ne supportez pas en vous. Physiquement, mes fesses. J'ai les fesses plates. Ah, mais j'étais comme ça pendant longtemps, moi. Ah oui, vous avez fait une opération? Non. Ah bon, d'accord. Non, j'ai fait un régime. Le plus beau moment de votre vie, à part maintenant. Ben, l'année dernière, quand je suis venu. Le pire moment de votre vie. Oh, une période un peu longue, 3 années. 3 années où je me suis laissé aller avant de passer mon bac en candidat libre et 3 années de perdu. Ouais. L'instant que vous préférez dans une journée? La douche, quand j'entre sous la douche le matin. Ah ouais, ouais, vous êtes tout seul. Après le café. Tranquille. Bah, vous savez pas si je suis tout seul sous ma douche. Ah. Très bien. L'instant que vous aimez le moins dans une Quand journée. je sors de la douche. Quel est votre meilleur souvenir de cuite? Une devant mes filles qui me la raconte souvent, c'était il y a quelques années. Ah oui, d'accord. Ta pâte était bourrée. Et effectivement, elle était copieuse, c'est assez rare, et en plus, Ça, c'est devant le mes filles, meilleur. c'était exceptionnel. Oui, parce que c'est devenu une marotte familiale. Et le pire? Eh ben, les lendemains de cuite. Les lendemains de cuite, ouais. Heureusement, il y a la douche. Alors, ce que vous avez fait dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Mes filles. Et ce que vous avez fait dont vous êtes le moins fier? Oh, bah, ça correspond un peu à quelques bêtises que j'ai pu faire pendant ces quelques années À Manosque. où j'ai zoné. Ouais. À Manosque. Mais c'est bien parce que vous en parlez, en fait. Oui, j'assume. Vous savez, les bêtises, comme les réussites, ça vous construit. Oui. L'homme politique le plus génial? Oh, bah, vous le savez, enfin, moi, c'est Michel Rocard. Je suis rentré en politique par et pour Michel Rocard, donc oui, ce sera toujours Michel Rocard. Moi, c'est celui qui m'a fait mon meilleur buzz en télévision, donc je ne peux pas vous contredire. L'homme politique le plus détestable? Bon, enfin, j'ai pas besoin de détester ou de classer, j'aurai un jugement. Enfin, voilà, j'ai pas envie d'évaluer. Il y a des politiques que je trouve détestables. Celle du Front National, par exemple. Ouais. Le genre de femme qui vous fait le plus fantasmer? J'en ai pas. Ah ouais. Alors, c'est bizarre, mais j'ai pas un genre de femme. En vieillissant... Le genre d'homme, alors? Mais je regarde les hommes aussi. Ah, alors, bah oui. alors, sans aucune difficulté, je vais trouver un homme beau ou pas. Le genre mais de c'est, femme qui vous fait le moins fantasmer, à part Marine Le Pen, disons. Je fantasme rarement, de toute façon, sur les femmes ou sur les hommes. Je vis pas dans le fantasme. Ah ouais. Vivre dans un fantasme, c'est de toute façon regretter quelque chose qu'on n'a pas fait ou qu'on ne fait pas, et donc je suis pas dans le regret. Et maintenant, c'est l'heure de l'Hardy Quiz. Alors voilà, en hommage à Joey Starr, donc, on fait un jeu dont toutes les réponses... Qui nous a quittés trop tôt. Oui. J'étais aux Invalides, j'ai chialé. Alors, que des réponses en art, hein, évidemment. Est-ce que tu peux tester ton buzzer, Didier? Vas-y. Voilà, à toi. Batailla, évidemment, Police, que des films que j'adore. Voilà, à toi. À toi. J'ai peur, je sais pas. On me demande s'il n'y a pas un truc comme un générique. Un vieux générique. Allez, je me lance. Je le disais aussi. Non, ça c'est Laurent, voilà. J'ai pas d'amis comme toi. Vous êtes prêts? Attention, on se concentre. Que faites-vous, Didier, que faites-vous systématiquement au réveil? Je me gratte le lard. Oui, il y en a. Oui. T'aurais pu dire, j'écoute MC Solar. Le matin? Je comprends pas ce que tu dis. Attention, José, joue, essaye de gagner. Je suis super sur le coup, j'ai toujours peur d'appuyer sur ce truc-là. J'ai peur qu'il y ait Rikita, petit fleur de Java. Non, ça sera toujours Viva España. Bon, bah, ok, non, mais on sait Sur jamais. qui avez-vous déjà fantasmé sans oser le dire? Il a tout, ouais. Absatou Star? Non. Ah, c'est pas bon, d'accord, ok. Zemmour Star. Herbert Léonard. Oui, Herbert Léonard, c'est la première réponse. Alors attention. Il y a une nouvelle règle dans ce jeu, c'est que si la réponse est une des 3 que j'ai... Il y a 10 000 €. Non, il y a 2 points. Pardon, mais Ramzi, sérieux?
T'as fantasmé sur Herbert Léonard? Oui, bien sûr. Sa phrase, ton triangle d'or, je comprenais pas ce que pour ça le voulait plaisir, dire. pour le plaisir. Dedans, il dit mon triangle d'or. Je captais pas ce que c'était. Et ben C'était voilà. la chatte, en fait. C'était la Et voilà. Attention, qu'est-ce qui vous fait peur? Le noir. Ah ben c'est bien, putain. C'est ce qu'on appelle du racisme ordinaire, monsieur. Oui, mais je l'ai assumé, monsieur. Le premier truc, c'était Joe Star. si quelqu'un avait répondu Joe Star, il aurait marqué 2 points, il n'aurait pas pris 10 000 €, on n'a pas les moyens. Non, je tiens à vous rappeler que pendant qu'on a fait la route de la soif pendant 8-10 jours, il m'appelait le noir toute la journée. Ah ouais. Oh, attends, alors, je vois aucune différence, moi, entre les êtres humains. Attention, qui savez-vous imiter à la perfection? Raymond Barre. Oui. On peut faire ça pendant à chaque Je ne vous permets pas. de vous arrêter. Non, ça c'est Balladur. C'est Baladar, ça c'est Baladar. Je vous Mais c'est permets bien. pas de me tutoyer. Mais je ne vous permets pas de me tutoyer. Bravo. Attention, là on rigole pas. Quel objet avez-vous déjà utilisé comme sextoy? Un arrosoir. Oui. Quelle odeur trouvez-vous vraiment insupportable? Non. Robert Ménard. Ah, bien. Bonne réponse. Bon, 2 points, 2 points. Quel endroit pour vous est l'endroit rêvé pour faire l'amour? Le hasard. Le hasard. Non. Dakar. Montélimar parce qu'on me lèche les nougats. Ouais. Alors, comment définiriez-vous, Laurent Baffy, tu réponds pas, en un mot? Un bâtard. Ah oui. Il y avait aussi connard. Et il y a aussi couche-tard. Couche-tard, c'est vrai. À quelle heure tu te couches, Laurent? 7h du matin. Je suis un couche-tôt. On m'appelle le commandant couche-tôt. Ah. Très content de cette vanne. Très content. Très bonne vanne, oui. Comment définiriez-vous Thierry Ardisson en un mot? Attention. Noir. Ah, bien. Oh là là. Ah ouais. Ah, c'est 2 points. Non, pas 2 points, 1 point. C'est tout? Petit braquemar, je rajoute un point. On en est où, là? C'est Ramzy. T'as gagné? Attention. Laissez-le se concentrer. C'est pas facile pour lui. Attention, donc tu arrives dans une soirée, il y a tous les photographes qui sont là, et tu prends des pauses. Attention, musique. Regarde ta caméra. Ouais, ouais. Bravo. Parfait. Quoi? Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table avec les photos, s'il te plaît? Tu veux le faire? Non, je voudrais que Joey le fasse. Musique. Non, mais extraordinaire. Jérémy. Musique, Jérémy. Ah, parfait, vous êtes parfait. José, attention. Musique. Change de bouche. José. Ouais. Oh, il fait rien. David Ginola, rebonsoir. D'abord, bravo. On vous a vu présenter la cérémonie de remise de trophées pour la Ryder Cup cette année. Vous étiez parfait. Je ne sais pas si les Français ont véritablement réalisé l'importance de cet 50 000 personnes. Les gens n'ont pas du tout réalisé ce qui se passait. Je suis d'accord avec vous. Il y avait 50 000 personnes sur place pendant l'événement. Puis il y avait surtout entre un peu plus de 900 millions de personnes dans le monde qui ont suivi ça. Ouais. Donc c'est... la France n'est pas... Le golf, ça n'a aucune importance. Mais c'est quand même la 3e manifestation sportive au monde, après la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Donc ça représente beaucoup de choses
dans d'autres pays, pas vraiment en France. Non. Mais par contre, c'est une très belle reconnaissance. Vous étiez formidable, hein, Ah oui, franchement. à Vous avez son été- âge, j'enchaînais 18 trous. Moi, je dis... Elle est très bonne fille. Hein. D'ailleurs, Laurent, alors, depuis mardi, vous animez votre 3e saison de La France a un incroyable talent. Comme quoi, finalement, vous avez échappé à la mort, mais pas à M6. Vous voyez, M6 m'a fait confiance sur beaucoup de projets. Oui, mais tu es très à l'aise. Oui. Tu n'étais pas paralysé par le trac du tout. Non. Non, mais paralysé, bien évidemment. De toute façon, si j'avais été paralysé, ne serait-ce que la première minute, ils auraient pris quelqu'un d'autre. On ne fait pas de cadeaux. On n'est pas dans un monde où les gens font des cadeaux, et surtout à la télé. C'est pas les bisounours. Mais je sais exactement où je mets les pieds. Tu fais pas de centre trop long, tu es bien cadré. Ah non. Ah non, attends, Laurent, Marie, non. ça vous fait rire. Non, mais c'est quand même Non, fou, Laurent, quand même. Laurent, je t'avais dit, pas la Bulgarie. Oh. Alors, on en revient à incroyable talent. Votre incroyable talent à vous, c'est d'avoir ressuscité. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'ils vous ont engagé aussi, parce que c'est quand même énorme. C'est très très rare, à part Jésus-Christ. Bon, c'est pas mon talent, vous savez. Moi, j'ai rien fait. Je suis tombé sur un terrain de football qui était ma passion première quand j'avais 7-8 ans. Et finalement, ça aurait pu être en boucle la boucle. On m'a massé le cœur, on m'a amené dans une clinique, on m'a opéré, on m'a fait 4 pontages. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous n'avez aucune séquelle à part d'être animateur sur M6. En fait, T'as vu comment il est vous avez un humour qui déteint l'un sur l'autre. Hein? On nous appelle les deux enculés, voilà. Non, mais c'est exactement. Et il me met la musique. Voilà, Maxime, vous savez, on a ping et pong. C'est ça. Voilà. Alors, cette année, dans le jury de La France a un incroyable talent, il y a les anciens qui sont toujours là. Il y a Hélène Ségara, Éric Antoine, évidemment, qui sont les piliers de l'émission. Il y a des nouveaux. Alors, les nouveaux, c'est Marianne James, donc, qu'on a reçu ici il y a 15 jours. Et il y a un jury québécois qui s'appelle Sugar Sammy, qu'on a reçu aussi. Il n'a jamais été accusé de viol, lui, comme Québécois. Curieusement, non. Vous avez trouvé le Québécois qui n'a pas été accusé de viol, finalement. Il ne dramatise pas la situation. C'est un garçon qui fait du stand-up, qui est très bon dans l'impro. Ouais, très bon. On avait reçu. Et Ouais, qui est très bon sur le plateau en tant que membre du jury. Il sort des vannes. Et d'ailleurs, justement, sur la première, il y a un garçon qui se présente avec une sorte de lampadaire, Monsieur Bidule, sur la tête. Et il est là, comme ça, il regarde le gars, il fait... Gilbert, c'est toi? Et ça n'a pas été coupé au montage. Non, parce que bravo M6, parce que les vannes sur Roson sont gardées, ça je tiens à le Exactement. signaler. Bravo Thomas Valentin, bravo. Alors, Sugar Sammy est venu dans cette émission. C'est comme ça qu'on l'a découvert. Magnéto, Serge. Vous les Français, quand vous vous rendez à un rendez-vous, Un rencard, on ne sait jamais si c'est un rencard. Parce qu'ici, vous ne séparez pas l'addition si ce n'est pas un rencard. Toutes les additions sont ensemble. Oui. Ouais, alors, parce que moi, j'ai pas de temps à perdre. Moi, mon truc en Amérique du Nord, c'était toujours quand l'addition venait, je disais, est-ce qu'on va coucher ensemble ou on sépare? Et il y a des femmes qui me prennent mal. Alors, je disais toujours après, je disais, regarde, on sépare l'addition et si on couche ensemble, je te rembourse. il est très drôle. Mais c'est un très bon élément. Alors, bon, vous animez l'émission et vous avez un golden buzzer. Et ce golden buzzer, en fait, ça vous permet d'empêcher Hélène Ségara de chanter, c'est ça? Bien foutu, quand même. C'est très vite résumé. Ouais. Mais non, pas du tout. On a chacun un golden buzzer. Ouais. Et on envoie le candidat En préféré finale, en voilà. finale. Et vous avez déclaré, je fais ce que je veux avec mon golden buzzer. Faites gaffe, parce que Roson, c'est ce qui lui a coûté son job. Ce qu'il faut dire, parce qu'on a parlé des chiffres avec Marianne James, donc l'année dernière c'était à 2,4 millions. Voilà, il fallait faire plus. Et vous avez fait cette semaine 3,5 millions. Voilà. Je tiens quand même à faire une précision. L'année dernière, il y a quand même eu des circonstances particulières. Il a fallu, sur quelques jours, puisqu'on était à quelques jours de la première, remonter toutes les émissions en éliminant Gilbert Rozon de toutes les images,
en mélangeant les demi-finales avec les auditions. Et c'est pour ça que c'était un peu brouillon. Un peu bizarre, un mais peu là, traficoté. 3,5 millions, Et donc franchement. c'était important cette année de repartir sur des bases solides. Ouais. Et je trouve que sur les performances des candidats, ils sont très justes. Très bonne qualité par rapport à d'autres émissions, il y a un jury, je trouve que c'est très réussi. Par exemple? Non. Alors, On reparle de la Bulgarie ou pas? Pas tout de suite. tu t'en souviens? Oui. Bon, alors... 2 minutes de la fin, un centre trop long. Et là, on rebouche les bouteilles de champagne. Et là, vous savez quoi? Et là, c'est le drame. Alors, les enfants, ça va? Super. Alors, votre fille, Carla, a été virée de Danse avec les stars. Non, virée, c'est pas le mot. Non, mais attendez, Elle a été évacuée. c'est quand même la première star de la saison virée, quand même. Enfin, évacuée. Oui, ouais. Moi, Comment ça se fait? Je trouve ça inadmissible par rapport à elle, parce que je pense que c'est le genre de choses... Voilà, c'est peut-être celle qui n'avait pas forcément la légitimité d'être là. C'est Danse avec les stars. Carla, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, c'est ma fille. Elle est connue pour ça, même si elle est influenceuse. C'est une fille qui a eu son bac avec mention, qui a fait 4 ans d'université, qui a été graduée à l'université de business de Londres. Qu'aujourd'hui, je trouve que ça a été une très belle opportunité de faire cette émission, mais qu'il y a des choses, des décisions qui sont prises au niveau de l'émission qui ne me plaisent pas. Que c'était l'électron qui devait être éliminé la première. Et si ça me touche, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais on ne s'amuse pas, parce qu'elle a été beaucoup touchée par ça, sur le fait qu'elle n'a pas été véritablement jugée pour ses qualités de danseuse. Elle a été jugée par le fait qu'elle n'était pas une star reconnue. Ça fait de la peine. C'est vrai que je ne l'ai pas prévenue suffisamment de ce monde-là. De la violence du de monde ce de la genre de télé, truc. du monde de sûr. cette organisation où on vous fait croire des choses et que finalement, à l'arrivée, les choses ne sont pas ce qu'on vous a expliqué. Bien sûr. Ce qu'on va vous dire en face n'est pas ce qu'on Bien va sûr. dire quand vous n'êtes plus là. Alors, il y a le bébé, Ever, donc, la petite dernière. Juste une question. Est-ce que, lors de l'accouchement, quand même, c'était un moment très difficile, parce que, bon, l'accouchement, Pas pour lui, c'est pas jamais... lui Oui, qui d'accord, accouche. mais on est toujours inquiet. Est-ce que vous avez demandé à Frédéric Mandy d'être là, au cas où? J'ai vécu un moment exceptionnel, Thierry, parce que c'est vrai que quand on a des enfants à 24-25 ans, on est soi-même un bébé, surtout dans le milieu du football, où on est assisté de A à Z. Et c'est vrai que d'avoir un enfant à 50 ans, on réalise des choses qu'on n'avait pas forcément réalisées plus tôt dans sa vie. sûr. À 24 ans, on est égoïste, on pense qu'à soi. À 50 ans, je ne dis pas qu'on ne l'est plus, mais on devient plus ouvert sur les autres. Et c'est vrai que je remercie ma femme d'aujourd'hui, Maëva, de m'avoir donné cette chance. Elle est extraordinaire. Alors, Julien Clerc, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, on a un gros shopping. Hein. On va commencer avec The Voice. On dit que vous avez pris Jennifer pour une candidate et que vous lui avez conseillé de travailler sa voix avant de revenir. Elle est très sympa, Jennifer, et on va très bien s'entendre. Non, parce que c'est vrai que ceux qui ont réellement besoin de vos conseils, ce sont les autres jurés, parce que les candidats, eux, ils ont un plan B, ils font des études, mais les autres jurés, ils ont que ça pour vivre, quoi. Alors, vous dites, en parlant de The Voice, je vais essayer d'être bienveillant, je vais surtout me baser sur l'émotion. Bien sûr. Mais ça vous dérange pas de juger d'autres chanteurs? Parce que, honnêtement, moi, j'étais là quand vous avez commencé, vous auriez fait raison. The Voice à l'époque d'Ivanovic, je suis pas sûr que vous auriez gagné. J'aurais été sorti, sûrement. Ouais. Sauf si c'est des bergers qui jugeaient. Oh là, il avait une chance. Oui. Mais c'est vrai que c'est un petit peu contre nature, mais c'est aussi un peu pour ça que je le fais, pour sortir de votre zone de confort. Oui, exactement. Ouais. Bien. Alors, vous avez déclaré, pas question que je monte sur mon fauteuil pour faire le show. Est-ce que pour vous, ils ont fait un fauteuil qui tourne un peu moins vite? Non, ils ont fait... J'ai un fauteuil normal. Non, parce qu'on a le même âge quand même, je tiens à le dire. Oui, quand même, oui, non, mais... Est-ce que votre fauteuil peut monter les escaliers aussi? Oui, je sais. Alors, tout va bien, donc il y a The Voice, il y a la tournée, il y a l'album, il y a le coffret, il y a Hélène. Alors j'ai un truc, on va faire un effet paparazzi sur Julien Clerc, un truc de Rosta. Allons-y.
Julien, Alors- quand il se lâche, tu peux plus le revoir. Ah ouais, Julien, ça. Non, mais attends, tu te souviens quand même, on était ensemble, tu te souviens de Julien avant. Oh là là, quand il pesait ses aliments et tout, là, maintenant ça va beaucoup mieux, Julien. Bon, alors, je le répète à chaque fois que je vous vois, mais qu'est-ce que c'est comme ça, vous êtes un génie de la mélodie. Vous avez composé toutes les chansons. C'est plus difficile pour moi de composer une musique comme ça. Ah ouais. Et j'aime bien m'appuyer sur un texte. J'ai cherché toute ma vie quand même à servir notre langue maternelle à travers les bons auteurs. Ouais, bah vous avez Et c'est dit. le rythme de cette langue qui m'a fait... Continue, Julien. Continue, J'imagine Juju. toutes les femmes en France qui se caressent. Là. Non, mais vous C'est êtes- le rythme de cette Ouais. langue Ouais. qui m'a, je crois, fait trouver mes mélodies. Alors, c'est d'autant plus remarquable que vous avez arrêté la drogue il y a 30 ans. Oh oui. J'avais à peine commencé. hein. Quand même, moi je savais pas, mais la coke, quand même un peu, non? Oui, mais enfin, je suis jamais tombé dans aucune addiction parce que ça n'est pas ça qui me fait battre le cœur. Bravo, Et- bravo. Alors, vous, honnêtement, vous composez à quoi? Parce que j'ai posé une fois la question à Michel Berger, je dis, vous prenez quoi pour composer? Il m'a répondu du chocolat, j'y ai pas cru, mais bon. Vous composez à quoi, vous? Ah, Buvez rien, du vin, ouais. du champagne, du Non, whisky? rien, non. Rien. Même au piano. Ah, c'est tout. compose au Vous composez piano. au piano. Ça, c'est une bonne réponse, voilà. Alors, on commence avec votre tournée. Donc, après 120 dates, vous serez à la scène musicale donc, du 22 au 25 novembre. On va venir avec Audrey. On va se régaler. J'espère. Et ensuite, vous faites un zénith à Toulouse le 6 décembre. Voilà. Et après, j'imagine que vous allez Non, mais il y continuer. en a avant et après aussi Voilà, des ouais, zéniths. Ça va jusqu'au mois de décembre. Ah ouais, jusqu'à d'accord. Noël. Ok. Alors ensuite, il y a l'album À nos amours, alors qui ressort en fait avec un CD bonus et 10 lives en fait que vous avez enregistré pendant les concerts. Pendant la tournée. Donc le CD ressort avec un titre bonus et 10 lives. Qu'est-ce que vous avez à dire aux pigeons qui ont acheté la première version? Bien, ajoutez ce disque à votre collection. Alors, justement, il y a le coffret. Alors là, ça, c'est énorme. C'est l'anthologie, 26 CD, incluant 23 albums. Donc, il y a des inédits, des raretés, des singles. Enfin, c'est monumental, c'est la totale. là. C'est même flippant parce que le coffret est en sapin. Il y a beaucoup d'inédits, mais qui datent d'il y a longtemps, en fait, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand nous avions 20, 25, 30 ans, il y avait beaucoup d'émissions de radio et de télévision où on nous demandait beaucoup de Discorama. faire des reprises. Ouais. Et la plupart des inédits, en fait, datent de ces émissions-là. Moi, je vous ai découvert, il y avait le transistor qui était posé sur le frigo. J'écoutais Salut les copains, comme tous les gens de ma génération. Et voilà. Et j'ai découvert Julien, et franchement, je vous aime beaucoup. Alors voilà, il y a 318 chansons dans le coffret anthologie, 16 heures de musique. Vous n'êtes pas obligé d'écouter pendant 16 heures. Il y a des gens qui ont le temps en fin de vie. Hein. Il y a des gens. Non, moi, j'ai- Oui, non, mais il y a des gens qui ont 16 heures. Moi, j'ai fait le calcul en 50 ans de carrière, ça fait une chanson tous les 2 mois, donc ça va quand même. Hein. Sachez que quand il y a 12 chansons sur un album, généralement, on en a composé 18 ou 20. Ouais, c'est vrai. Alors, en parlant de parolier, évidemment, le premier, ça a été Étienne Rodagil. Vous dites, avec les textes de Rodagil, on m'a identifié comme l'interprète de quelque chose d'original. Et Oui. c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai, les chansons avaient des paroles absolument débiles. Non, ça dépendait. Mais là, Ça dépendait, mais c'est-à-dire, quand on même. sortait. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, la vérité, bien souvent au milieu. On sortait, nous, on est arrivé juste après cette période qu'on a appelée la période des yéyés. Ouais. Il y a eu beaucoup de reprises, d'ailleurs de très bonnes reprises. Mais c'est vrai que nous, on est arrivé après cette période-là, et qu'avec ce... C'est vrai que Étienne, il écrivait, et moi, on avait un style qui était pas... Enfin, qui arrivait Pas un peu banal. de nulle part. Ouais. Ah oui, mais quand on entendait ça, il y avait une différence réellement. Hein, ouais. Alors, il y a un documentaire qui Oui, est qui est sorti le formidable. 31 octobre dans les salles. On l'appelait Roda de Charlotte Silvera.
Et Roda, d'ailleurs, il était extraordinaire, ce Roda Gilles, il s'intitulait lui-même un poète industriel. C'est-à-dire qu'il avait l'impression de vendre son âme au diable. Et moi, il me disait que j'étais son usine. Voilà. Mais c'est extraordinaire parce qu'on sentait qu'il se compromettait un peu en faisant de la musique. Parce qu'il Vous connaissez, ce qui est formidable, c'est que Claude François a véritablement désiré ardemment travailler avec Roda Gilles dès qu'il entendait nos chansons. Bien sûr. Et Étienne, pour des raisons qu'après tout on peut comprendre, refusait. Et il a trouvé le mot qu'il fallait, Claude. Un jour, il lui a dit, il en avait marre de lui courir après que ça marche pas, il lui a dit, écoute, restons-en là, toi tu n'as qu'à continuer à écrire tes chansons pour les petits bourgeois, et moi je vais continuer à chanter pour les pauvres, c'est pas grave. Et évidemment, c'est bien. Et alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'Étienne Roda Gilles a composé, parce que ça, c'était pas des reprises pour le coup, Alexandrie, Alexandra et les Magnolia. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec les paroles de Roda Gilles, il a fait, pour moi, ses 2 meilleures chansons. En tout cas, ces chansons. Oui. Il comprenait rien aux paroles. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il disait, mais enfin, il était plus malin que ça. Ouais. Et il a fait aussi, évidemment, Joe le Taxi pour Vanessa Paradis. Bien sûr. Et puis le Lac Majeur pour Mort Schumann. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Caroline, dans votre spectacle, vous énumérez les tabous liés aux femmes. Vous ne serez pas étonné que je vous fasse une interview tabou. Que ne faut-il jamais dire à une femme sur ses fringues? Tu vas pas sortir comme ça? Ouais. Ah, ça, c'est horrible. Que ne faut-il jamais dire à une femme sur son maquillage? T'es maquillée comme une scène de crime. Et sur son boulot, qu'est-ce qu'il faut jamais lui dire? Ah c'est... Mais t'as couché avec qui pour avoir ce poste? Et sur ses jambes? Sur les jambes, les poils, là, c'est pour l'hiver ou... Et sur son poids? C'est merveilleux, c'est pour quand? Que faut-il jamais dire à une femme sur son mec? Je le connais. Ah bon? Ouais, c'est mon fils. Richard Berry, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez déclaré, Richard Berry, la promo ne sert à rien. Magnéto, Serge. C'est dur de faire la promo? Non, ça dépend. Est-ce que c'est pas dur d'aller dans les télés? Écoute, je vais te dire très franchement, faire de la promo, c'est pas ce que je préfère, non, c'est vrai. Très sincèrement, je n'aime pas faire de la promo, c'est vrai. D'autant plus que je suis convaincu que ça ne sert absolument à rien, en fait. Ouais. C'est une espèce de certitude que j'ai qui fait que j'ai trop confiance dans les spectateurs pour ne pas me dire que, quel que soit ce que je pourrais leur dire sur le film ou ce que je pourrais te raconter ou vous raconter, ils iront voir un film, s'ils ont envie d'aller le voir, ils n'iront pas le voir s'ils n'ont pas envie d'aller le voir. Et voilà, Richard Berry déclarait en 1987, la promo, ça ne sert à rien. Moi, je trouve que vous êtes vraiment amélioré en promo. Ah bon? Ah ouais. Même en tout. En tout, oui. Mais en promo, mais en promo, vraiment. Maintenant que vous jouez en plus des plaidoiries sur scène, vous êtes encore plus fort en promo parce que vous défendez. Sauf en affiche, où il y a peut-être un petit souci. Ah bon? Ah non, elle est belle celle-là, arrête. Elle est magnifique. Alors la pièce est un gros succès. Hein. Oui. 30 000 spectateurs. Oui, par jour, même plus maintenant. Au Théâtre Antoine, qui est quand même pas non plus... C'est pas Bercy, le Théâtre Antoine. Hein. Oui. Alors, donc vous avez été nommé au Globe de Cristal comme meilleur comédien. La pièce a été nommée au Globe de Cristal comme meilleure pièce. Vous n'êtes pas à l'abri de ramasser un Molière, Richard, vous savez ça? Je sais pas, ça m'étonnerait quand même. Hein. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'ai toujours été un peu à l'écart de ces récompenses, moi, mais que là, ce soit les Molières ou les Césars. Dans le doute, achète-toi une étagère. En tous les cas, c'est parfait. Vraiment, vous faites... Alors la pièce, donc, c'est Plaidoirie, donc, de Mathieu Aron, tiré d'un livre, d'ailleurs, où il a regroupé toutes ces grandes plaidoiries.
Donc désormais, à partir du 4 décembre, c'est au Comédia. Vous êtes seul en scène. Vous reprenez des grandes plaidoiries qui ont marqué l'histoire de la justice, et on peut dire aussi l'histoire de France. Il y a Maître Henri Leclerc, évidemment, qui a défendu Courgeot, et qui a introduit cette idée du déni de grossesse. C'est ça, voilà. Parce que jusque-là, on disait elle a tué ses enfants. Et là, c'est le déni de grossesse. C'est très intéressant. Oui, parce il apporte un nouveau regard. C'est ça que je trouve magnifique chez Leclerc, c'est que tendrement, gentiment, il commence à expliquer comment ça peut se passer dans la tête de cette femme. C'est étonnant. Et qu'on s'identifie au bout d'un moment, et qu'on se met à sa place, et qu'on commence à comprendre que, voilà, il ne s'agit pas d'un crime crapuleux, il s'agit simplement d'une maladie. Déni de grossesse, voilà. Absolument. Donc il y a la plaidoirie de Maître Zawi aussi, l'accusation de Papon, donc crime contre l'humanité, crime de bureau. Crime administratif, oui. Crime administratif. Ouais. Ben, c'est un crime qui passe de main en main et qu'on se transmet. Voilà, mais personne n'est vraiment responsable. Voilà, personne n'a de Paul sang sur Lombard, les mains. l'affaire Christian Ranucci, l'histoire du pullover rouge. Donc là, c'est aussi terrible parce que, en fait, à l'époque, tout le monde accusait La peine de mort, bien sûr, Ranucci, évidemment, c'est sur la peine de mort. Ouais. Et il y avait énormément de doutes sur sa culpabilité. Et c'est ça qui est terrible, c'est que dans le même temps, quasiment à quelques mois après, on pourrait dire, puisque dans la même époque, il y avait l'affaire Patrick Henry, dont on est sûr de la culpabilité, et que Badinter a sauvé la tête d'un coupable, mais que Lombard n'a pas réussi à sauver la tête de Ranucci, sur lequel il y avait énormément de doutes. Alors, il y a la plaidoirie de Mignard qui défendait les familles de Zied et Bouna, donc c'était des mecs, tout le monde se souvient de l'affaire, qui s'étaient réfugiés dans un transformateur. Voilà. Et là, c'est incroyable, c'est-à-dire que le flic, il les voit se réfugier dans le transformateur, mais il les prévient pas, eux, qui sont en danger. Alors qu'ils sont à quelques mètres de lui. Il prévient ses collègues. Voilà. Prévient ses collègues, il appelle du renfort, il crée une atmosphère de silence pour déceler leur présence, pour les traquer, pour les arrêter, pour les surprendre, pour les interpeller, mais en aucun cas pour les prévenir du danger. Il les laisse pénétrer dans ce transformateur. Où ils sont électrocutés, évidemment. Et le troisième, Mouhitine Altoune, qui est grièvement brûlé aujourd'hui. Et qui racontera d'ailleurs ce qui s'est réellement passé, absolument. Il y a la plaidoirie d'Isabelle Halimi sur l'avortement qui est impeccable. Mais ce qui est terrible avec cette plaidoirie, c'est que les mots résonnent toujours d'une façon extrêmement actuelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ont du sens. Il y a des gens d'abord qui considèrent que l'avortement, c'est un crime. Oui, il y en a toujours. Voilà. Et donc on entend ça en se disant, non seulement la position sur l'avortement, mais aussi la position de la femme dans la société, elle n'a pas beaucoup évolué entre la plaidoirie de Gisèle Halimi et aujourd'hui. Elle est venue vous voir, Gisèle Halimi. Oui. Alors, au Comédia, en plus, vous faites une plaidoirie supplémentaire, donc c'est celle de Philippe Lemaire, l'avocat de la famille Erignac, lors du procès Colonna. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est des plaidoiries, ça n'a jamais été enregistré, parce qu'on n'a pas le droit de les filmer. Donc, si on veut vraiment les voir, la seule solution, c'est d'aller voir Richard. On regarde à quoi ça ressemble, Serge. Je vous demande l'impossible, parce que l'impossible me paraît juste, tout simplement. J'ai toujours considéré que le métier d'avocat était une collaboration à la vérité. Certes, difficile parfois, mais souvent, non coupable. c'est nous qui avons raison. Quelle est l'idéologie? N'écoutez pas non plus la rumeur ignoble. N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche. Il faut la chasser de nos prétoires. Car lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l'autre. Pardonnez-moi, messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. On cherche peut-être à éclairer les faits d'une façon différente. Mais on cherche d'abord à s'approcher de la vérité. C'est remarquable. Alors, je vais vous dire, Richard Berry en avocat, c'est une évidence. Je pense que vos parents avaient raison. Je pense que vous auriez fait un avocat incroyable. Vous faites une performance vraiment étonnante. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que vous êtes tout seul. Oui. Et vous parlez du plaisir d'être seul, de ne pas avoir à cohabiter avec l'ego, parfois surdimensionné évidemment, de certains partenaires. La personne vous fait chier là. Non, c'est-à-dire que là, je n'ai affaire qu'au mien d'ego, si vous voulez. Mais là, je rejoins parfois le parcours que fait Fabrice et de certains humoristes. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est agréable de s'en prendre qu'à soi-même et surtout de faire fonctionner les choses avec sa propre énergie. De ne pas partager la caisse. À dépendre des autres. Voilà. Alors, vous avez déclaré « J'arrive à dire à travers les mots des autres ce que je n'arrive pas à dire moi-même. Je suis plutôt réservé et timide. » C'est vrai, on vous connaît, vous n'êtes pas non plus
Pas super expansif, quoi. Non. Sauf le jour où vous avez fait ça, Serge. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous étonne, Richard Berry, qui mange un Sveltes? Un homme n'aurait pas le droit de manger un Sveltes, et pourquoi? C'est frais, onctueux, plein de fruits. Vous me croyez pas? Goûtez-le. Voilà, donc ça c'était une époque que tu n'as pas connue. C'était les années Provoque. C'est-à-dire, c'était de Richard Berry. C'était l'époque où Richard n'hésitait pas à manger des yaourts à la télévision. Heureusement que vous êtes En plus, il l'a fait bénévolement, on peut le saluer. Ouais, puis c'est vachement assagi, 2 années de heureusement. suite, bénévolement. Mais c'est dingue, parce que moi, chaque fois que je mange un yaourt, je pense à vous. Ça va. Non, mais c'est vrai, vous avez marqué l'histoire du yaourt en France. Et on sent l'influence de la comédie française, là. Ah, bah oui. Mais, sérieusement, Richard, est-ce que vous pensez que ça aurait eu le même impact avec de la compote? Ça, c'est une vraie question de fond, bravo. C'était pas des yaourts n'importe lesquels, c'était les Sveltes. Oui, c'était des yaourts pour devenir mince. D'habitude, c'est les femmes qui faisaient ces pubs. Et vous avez beaucoup fait avancer la cause de l'égalité homme-femme. Voilà. C'est un pavé dans la mare du machisme. Non, mais attends, le mieux, c'est quand il a fait la pub pour les tampons. Où là, vraiment... Il y a d'autres trucs que vous mangez comme ça qui pourraient étonner les gens Ça vous étonne, Richard Berry qui mange des œufs au plat ou je sais pas, non, je sais pas, des haricots verts. Richard Berry qui mange un saucisson, là, c'est... Oui, là, je dois dire, là, oui. Il y a tout un truc à faire avec... Ça vous étonne, Richard Berry, par exemple, dans la pièce que vous faites en ce moment, ça vous étonne, Richard Berry en robe, par exemple, ça aurait été formidable. Jeff Panaclock, bonsoir. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir. Laurent, est-ce que tu sais que c'est toi qui a inspiré le personnage de Jean-Marc à Jeff Panaclock? Pas du tout. Quand il était petit, regardez, tout le monde en parle. Et comme il te voyait, il s'est dit, je vais inventer un connard qui dit que des conneries. C'est toi. Merci, oh monsieur. Non. Que c'est... Jean-Marc, dis bonjour à Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour papa. Je t'encule. Ouais. Oh non. Mais ça, j'ai l'habitude. C'est vrai qu'il vit quand même avec une main dans le cul, le pauvre. Un bras. Il y a la montre en plus, hein, ça fait à l'intérieur le coup. Hein. Alors, il est malin. Il est quelle heure? Ah, bah ça, je peux pas. J'adore Panaclock. Il fait ma joie parce que il est complètement schizo, ce gars-là. C'est le schizophrène le plus célèbre de France, lui. Alors. Et il est sympa avec toi, Jean? Non. Non. Ah non, je dors dans une valise, alors. Ouais, c'est vrai. Et lui va à l'hôtel, ce je l'ai vu. Et avec l'argent? Oui. Comment vous faites? On fait des putes, on fait des putes, tout ça, de la drogue, tout ça. Il n'y a que lui. Moi, je suis toujours dans la valise, voilà. J'écoute. Ah oui, je l'aime. Alors attention. Non mais c'est vrai qu'il est malin, Jeff, quand même, parce que il a réussi à faire croire à tout le monde que le salaud misogyne, obsédé, sexuel, méchant, avec tout ce qui bouge, c'était toi. Oui. C'est là où il est fort. Il est fort. Il passe pour un mec sympa, Jeff. Et je suis sympa. Voilà, lui, il est Tout le monde sympa. va découvrir la vérité un jour. Et moi, en fait, avec ma fille, je suis jamais arrivé. Les gens pensent toujours que je suis pire que lui, alors que... Voilà. Et j'ai pas supporté le bras, moi, en revanche. Il y a un truc que Jeff a fait, Jean-Marc, et que je ne ferai jamais de ma vie, c'est ça, regarde. Allez, ça, j'arriverai pas, tu vois. Te mettre dans une boîte pour 45 €, je trouve ça dégueulasse. Moi, avec ma fille, Laurent, est-ce que je t'ai déjà proposé ça? Jamais. On est allés en boîte ensemble. Ouais. Mais c'était aux chandelles. Hey, c'est vrai. Et c'était pas 45 €. Ah, mais grâce à ça, il peut offrir des vacances à sa fille. Eh oui, Rose. Bon, alors, en fait, Jean-Marc, vous vouliez pas du tout finir comme une peluche pour Noël, vous vouliez finir en sextoy. Oui. Oui, eh ben... C'est vrai, mais je gratte. Alors, Jeff Panaclock et Jean-Marc, Jean-Marc, je sais pas comment d'ailleurs, Jean-Marc... Jean-Marc. Jean-Marc, voilà, Ouais. Jean-Marc. Hein. Ouais, je suis comme Jennifer. Voilà, comme Jennifer, voilà, exactement. Mais tu chantes mieux quand même. Ah, je sais Oui, pas. bah, hein. oui, si, Ah si, je sais en fait. Si tu sais. Alors, vous êtes ici ce soir tous les deux pour nous annoncer que le spectacle Jeff Panaclock contre-attaque, en tournée dans toute la France, se jouera à l'Olympia du 26 décembre au 6 janvier. Donc, On nettoiera la loge, t'inquiète pas. pendant les fêtes de Noël, c'est un bon spectacle, vraiment. C'est la bonne idée, j'ai déjà vu 2 fois. Le temps de comprendre. Oui. La nouveauté dans ce spectacle,
c'est qu'il y a 2 nouveaux personnages. Hein. Il y a Jackie, le régisseur, fan de Johnny, qui a un fils homo. Donc, ce qui permet de parler un peu d'autres sujets que les conneries de Jean-Marc. C'est vrai. Hein, voilà. Ne dis pas que des conneries. Hein. D'élever un peu le débat quand même. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire quand même. Oui, tout à fait. Hein, bon. Et il y a Nabilouche. Il y a Nabilouche, ta fiancée. Le débat est très élevé là-dessus. Hein. Ouais, sur Nabilouche, oui. Comment ça se passe entre Jean-Marc et Nabilouche? Alors, je t'ai pas tout expliqué, ça va être vulgaire après. Ouais, hein. d'accord. Bon, je préfère pas parce qu'il Oui, il est tôt. Bah, il est tôt, les enfants sont toujours là. Hein. Mais alors, Jeff, vous êtes 4 dans votre tête maintenant. Oui, on est plusieurs encore. Et puis j'essaye de penser à moi aussi. Et toujours personne dans le slip. Non. Allez, on attend que ça pousse. On regarde à quoi ça ressemble. Et voilà, donc Jeff Panaclock et Jean-Marc à l'Olympia. Alors, quand vous êtes tout seul, est-ce que vous parlez à Jean-Marc des fois? Je parle en Jean-Marc. En Jean-Marc? Oui. Mais vous avez toujours ce double dialogue intérieur. Toujours. J'essaye de penser un peu comme lui. J'essaye de savoir ce qu'il peut penser de temps en temps. Et est-ce que c'est vrai que certains soirs, vous le félicitez pour sa performance avant de réaliser que vous êtes en train de devenir fou? Oui, mais je crois que je le suis déjà. Hein. Est-ce que parfois Jean-Marc dit des choses que vous auriez préféré qu'il ne dise pas? Des fois, ça va vite. Ouais, c'est ce qu'elle dit toutes. Ouais. Non, mais oui, des fois, sur scène, dans l'impro, on peut sortir des choses. Ouais, arrête-toi là. Ouais, qu'on ne peut pas calculer avant. Jean-Marc, quoi? Quoi? J'ai l'impression qu'ils en m'ont collé une à chaque fois qu'ils me regardent. Il veut mettre les menottes. Oui, c'est un keuf, hein? Ouais. Ah, c'est pour ça. Est-ce que... Il n'y a rien caché à l'intérieur de moi, je te le dis. Hein. Jeff, est-ce que vous vous engueulez quand on n'est pas là? Non. Non, on vous s'engueule engueulez jamais. jamais. Ouais. On s'engueule que sur scène. Ouais. Alors Jean-Marc, quand même, bon, t'as besoin de Jeff, non? Ah oui, toujours. Hein. Parce qu'il paraît qu'un jour, t'as voulu faire une carrière solo et t'es tombé par terre, c'est vrai? Complètement, je me suis gardé la gueule comme une merde. Comme une merde, ouais, d'accord. Alors, Jeff a 3 enfants, donc il y a toi, il y a Jackie, il y a Nabilouche, maintenant il y a un 4e, qui s'appelle Rose, qui est né le 15 février 2018. Est-ce qu'à la naissance, vous n'avez pas eu peur qu'elle ait les cheveux un peu orange et les yeux un peu globuleux? Et là, c'est le cas. Elle me ressemble, non? Pas trop, j'espère pas. Le jour où elle vous demandera, papa, c'est quoi ton travail? Vous répondrez, mettre la main dans le cul d'un singe, quand même. Oui. Elle l'a déjà vu. Ah ouais. Et ça la fait plutôt rire. Ah, ça la fait rire. Pour C'est l'instant, l'essentiel. Tu vois, t'es pas tout seul. Voilà. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Vive Jacques Brel. Alors, je voudrais signaler donc, que ce soir sur TF1, l'étrange Noël de Jeff Panaclock, donc avec une pléiade de stars. Je ne peux même pas dire la liste parce qu'on serait là. C'est incroyable ce casting. Oui. Ah, j'ai jamais vu ça. J'y crois pas moi-même. C'est un des plus gros castings que j'ai vu à la télévision, C'est franchement. vrai Ah ouais. Il y a Audrey Crespo-Mara. Ah. Donc là, ne serait-ce que pour ça. Thierry, ça t'affole pas qu'on voit pas son bras, là? Alors, Marianne James, vous avez 2 produits à vendre dans Shopping ce soir. Ah, d'accord, ok. Tati Jambon et Incroyable Talent. Alors, on commence par Tati Jambon. Après plusieurs semaines de représentation en Avignon, le spectacle musical pour enfants Tati Jambon, le concert, a été donné pour la première fois à la Grande Comédie de Paris ce matin à 11h. Donc, ça s'est bien passé? Très bien. Bah, ça m'étonne pas. Les enfants sont adorables. Et ensuite, donc, il y aura une tournée en 2019. Hein. Il y a le 2e livre CD, donc, de Tati Jambon, Tous heureux, donc, il est déjà disponible dans les bacs. Ça y est, il est sorti, oui. Voilà. Alors, le pitch, c'est que vous embarquez des enfants pour leur première rêve party. Hein, c'est ça. C'est un concert familial? Oui, complètement familial.
C'est très poivré quand même, hein. Ouais. C'est poivré. Faut que les mômes soient un peu dessalés vu que c'est poivré. Je sais pas, mais en tout cas, ils essayent de tout comprendre, mais il y en a pour les parents aussi. Oui, Voilà. c'est ça. Il y a un deuxième degré. Elle est bonne la vanne, hein. T'as vu? Non mais note là. Tu l'as adoré la vanne. Ouais, je sais. Alors attention. Donc il y a de la bossa nova, de la samba, de la pop, de l'électro, du rock. Hein. Ouais, tout ça. Ouais. Vous voulez qu'on regarde à quoi ça ressemble? Ok. Alors attention, mesdames, messieurs, on embarque sur Air Licorne, Magnéto Serge. Le commandant Tati Jambon et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de ce vol Air Licorne A380 en provenance de Je fais la gueule à destination de Tous heureux. En vue du décollage, veuillez attacher vos ceintures et vous redresser sur votre siège. Il était une fois un prince borné, une fée rebelle qui jouait au dé. Pour savoir lequel épluchera les patates, plantera les tomates et taillera les haies. Et qui promène le dragon? You sexy mother jambon. You sexy mother jambon. Bah vous assurez à mort, hein, vraiment. Ben, hein. c'est un vrai concert, rock, Ah ouais, bossa, ouais, tout ça. c'est bien. Le surnom de Frank Sinatra, c'était The Voice. Le surnom d'Elvis Presley, c'était The King. Et vous, c'est Tati Jambon. C'est un personnage qui restera un peu comme Ulrika von Glott ou comme Miss Carpenter, Pourquoi finalement. pas, ouais. C'est- Vous créez comme ça des personnages. Des créatures, oui. Vous allez les faire jusqu'à la fin de votre vie, en fait. Bah, jusqu'à ce que je sois une très très vieille dame, il y aura toujours un personnage. Alors, en fait, si vous étiez resté mince, sérieusement, Oui. vous n'auriez jamais pu faire tous ces personnages. Ah, vous avez vu ça un peu? Vous avez vu? Ah ouais, c'est étonnant, hein. Moi, ça Ouais. me surprend. C'était il y a 15 jours. ça. Non, mais c'est vrai. Les Vous n'auriez opérations, jamais c'est pu dingue, faire hein. tous ces personnages. Vous auriez fait une autre carrière, en fait. J'aurais fait une autre carrière, mais ça me... Enfin, moi, je me sens plus heureuse aujourd'hui qu'à l'époque de ces photos. Ouais. Ça, c'est vrai, je peux le Ouais. dire. Hein. Bah oui, c'est important Plus, de le dire. plus heureuse, voilà. Ce body-là, il va bien, quoi. Il est en forme, il danse, il chante, il vit, je sais pas. Lui, il va bien, quoi. Que c'est beau, arrêtons-nous. Et puis il y a la télé. Oh là là. Puisque France 2 vous a viré comme Patrick Sébastien, on verra Patrick tout à l'heure qui est très énervé, vous dites France 2 m'a bien baladé. Ouais, Ils m'ont fait faire la promenade, oui. Ouais, ils vous ont pas donné de business. Hein. Exactement. Alors c'est vous avez ça. été viré donc évidemment de Prodige remplacé par Daphné Burki. Superbe, hein. Ensuite, Qui est le meilleur. Hein, que j'aime franchement. beaucoup. Qui est vachement bien. Ensuite Moi, viré je de suis l'Eurovision. Alors pour l'Eurovision, je comprends. Quand la Biélorussie a voté pour la Russie, vous avez dit c'est bien, vous aurez du gaz. Voilà, c'est pas Mais méchant. non, c'est pas méchant, mais c'est juste. Vous été remplacé auprès de Stéphane Bern par Christophe Willem. On s'aime beaucoup. Bon, donc il n'y a pas de problème avec Christophe. Non, parce que franchement, la cabine de commentaires, je pense qu'en 40 ans d'Eurovision, il y a dû y avoir à peu près 80 personnes qui ont commenté pour la France, donc elle n'appartient à personne. en fin de D'accord. compte. Sauf que je m'y sentais bien. Voilà. Là, vous étiez formidable. Tu occupais ta place, c'est ça. Ah ça, le pauvre Stéphane, il était coach. Ils étaient sous vide, les deux. Il était sous vide, c'est ça. Alors, résultat, vous êtes de retour sur M6 pour Incroyable Talent. Alors, le gagnant gagne 100 000 euros. C'est pas rien, 100 000 Non, euros. c'est pas rien. Et alors, il va jouer au Théâtre d'Aix, donc qui appartient à Eric Antoine. Oui, il sera invité aussi au Théâtre d'Aix. Mais c'est qui, super. Qui a bien démarré. Est-ce que je peux Eric est faire très Incroyable heureux. Talent, moi? Alors, qu'est-ce que vous présenteriez? Qu'est-ce que vous savez faire d'incroyable? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? La truite de Schubert. Vas-y. Alors, allez-y. In einem Bächlein Eil, das Schloss im Froheil, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand am den Gestern und sein süßer Ruh, die launische Rappelez le Forelle. général, on a des problèmes. Il le sait, il le sait. Il Ah non, mais il le sait. C'est tout. Non, mais attendez, non. Non, rassurez-vous, non. Non, C'est mais la seule honnêtement, que... non mais comment vous la connaissez en allemand? Pourquoi vous la Parce connaissez? que j'ai fait allemand deuxième langue, figurez-vous. Alors, non, le problème, sérieusement, c'est qu'il va falloir remonter quand même un petit peu en audience. En 2016, c'était 3,6 millions et 15,5 de part de marché. En 2017, on est à 2,5 millions et 11,9. Vous avez un gros boulot, là. Ouais, mais je pense que
C'est mort. Moi, mon petit doigt me dit que ça va redécoller. Il y a un mec que j'adore avec vous, c'est Ginola. C'est un monsieur, Ah, hein. je l'adore. C'est pas lui qui a fait un centre trop long contre la Bulgarie? Donc, à 11 ans, vous chantiez comme Ella Fitzgerald, donc c'est pas... Ah non, pas comme. J'avais envie de chanter comme elle, mais Ouais, j'étais d'accord, pas vous comme. chantiez. Non, non, ok. Vous auriez pu faire Incroyable Talent à l'époque. Oui, j'aurais aimé faire Incroyable Talent, j'aurais aimé faire The Voice, j'aurais aimé faire Nouvelle Star, j'aurais aimé faire Prodige. Ouais, Est-ce ouais, que vous chantez en scat? Est-ce que vous connaissez le scat? Un petit peu, oui. Vous pouvez me faire un truc juste pour moi, ça? Ok. Vas-y, vas-y. Ah putain, j'adore, bravo. Hey. Attention. Pardon, c'est joli, mais ça veut rien dire. Hein. Il n'y avait pas d'émission la semaine dernière, qu'est-ce que t'as fait? J'en ai profité pour me balader un peu. Je suis allé sous la mer. Sous la mer? Ouais, dans un sous-marin nucléaire. Avec des bombes. Avec des bombes atomiques. Non. Ouais. Qui est-ce qui t'a fait rentrer là-bas? C'est Drucker qui a voulu que je sois invité dans une émission. Moi, comme un con, j'ai cru qu'il serait là, qu'on pourrait papoter. Il n'est pas con, Drucker, lui, il n'est pas venu. Hein. Et je me suis retrouvé tout seul. Ouais. Mais ça fait quelle impression dans un sous-marin nucléaire? Mais ça fait peur, c'est angoissant. Et puis, bah oui, parce que tu as le réacteur nucléaire au cul. Au centre, il y a la cathédrale avec toutes les bombes atomiques. Et tout le monde qui fume des joints autour. C'est très, très bizarre, quoi. Et voilà, donc en hommage à Florent Père et Jonathan Lambert qui reprennent le prénom sur scène à Paris, on va faire un Hardy Quiz spécial prénom. Le gagnant aura droit à un éloge de la part de Thierry Ardisson. Le perdant aura droit à un éloge de Laurent Baffie. Ah oui, d'accord. J'ai presque envie de perdre. Alors, on y va, vous êtes prêts? Testez votre buzzer. Ça, c'est Laurent. Ça, c'est vous. Toi. Ah, d'accord. Vas-y. Oui. Charles Barclay, ça me va. Merci. Fashion de Bowie. Et lui, la beau gosse. Ok, vous êtes prêts? Ok, on est prêts. Attention, d'après une étude scientifique réalisée par la prestigieuse université de Stanford, quel prénom en moyenne le coefficient intellectuel le plus bas? Jonathan, Élie, Florent ou Loulou? Ah bof. Jonathan. Ouais. C'est vrai? Alors, tous les débiles s'appellent Jonathan. Non, mais beaucoup de Jonathan Non, mais sont les débiles. débiles, Oui, bien sûr. Attention. Quel est le vrai prénom du petit Grégory? Kevin, Brandon, Grégory ou Nemo? Grégory, bravo. Question con, un con peut répondre. C'est ça. Il n'est pas idiot quand même. Hein. Bon. Citez-moi un prénom qui est aussi un titre de chanson. Hélène. Ah oui, Hélène de Julien Clerc. Ah oui, Hélène. Et de Rock Voisine. Et de Rock Voisine, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, oui, d'accord. J'en ai bien besoin. C'est lui qui l'a tout gagné, putain. Alors, quel est le prénom le moins donné en France? Laurent, Florent, Jonathan ou Loulou? Loulou. Loulou, bravo. C'est bien. Comment s'appelle la fille de Philippe Stark? A, K, S ou Q? Je suis un beau gosse. K. Comment tu sais ça? Je le sais, attendez, vous rigolez quoi. C'est hyper connu. Citez-moi un prénom qui commence par la lettre M et qui ne plairait pas à Éric Zemmour. Ah bah. Mostafa. Mostafa, c'est vrai. Parmi ces prénoms, lequel a été refusé par l'état civil français? Christ, Nutella, Mini Cooper ou Anal? Je suis un beau gosse. Mini Cooper. Non. C'est moi ça? Anal? Non. Non, c'est Oh Chris. non, Non, bah, J'ai un copain. Nutella. Ah bah non. Ils ont tous été refusés. Ah, d'accord. Ah, le piège. C'était un piège. Ah, le piège.
Monsieur et Madame Égé ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Ah, ça y est, j'ai. Homer. Yves et G. Yves et G, bravo. Il faut noter. Ah oui, d'accord. Ah oui. Yves et G. Bravo. Monsieur et Madame Villard ont une fille. Ouais. Hervé. Hervé. Il est con. C'est facile. Comment s'appelle la fille de Kim Kardashian et Kanye West? Sud, ouest, nord ou est? Non. Ouais, comment tu sais ça? Parce que quand son enfant s'est égaré, elle a dit « J'ai perdu le Nord ». C'est pour ça qu'elle l'a retrouvé. Comment aurais-je, moi, Thierry Ardisson, aimé m'appeler Clovis, César, Louis ou Jean-Michel? Attends. Louis. Mais pourquoi? Non. Non, moi je sais. César. 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 Thierry, t'aimes pas Thierry? Non. Enfin, ce prénom, tu l'aimes pas? Pas du tout. Pourquoi? Parce que on est du Midi, si tu veux. J'ai appelé mes enfants Manon, Ninon, Gaston. On est du Sud. Et Thierry, c'est un prénom mérovingien, je te jure. Je déteste mon prénom, en fait. Merde. Bon, c'est Jonathan Lambert qui a droit à son meilleur. J'avais un problème de besoin. Si le plus con gagne, ça illustre le chaos qu'on est en train de vivre. C'est une allégorie de ce qu'on est tombé bien bas. Hein. Musique. Jonathan Lambert, bravo. Vous venez de remporter cet Hardy Quiz. Et je suis très honoré de vous rendre hommage ce soir. Sachez, Jonathan, que vous êtes le Jonathan préféré des Français devant Jonathan le Goéland et Jonathan Daval. Jonathan sait tout faire et avec talent. Il a même redonné ses lettres de noblesse au métier de transformiste si cher à Michou. Finalement, Jonathan, je crois que si les Français vous aiment tant, c'est parce que vous êtes la preuve qu'on peut avoir un physique quelconque et réussir dans la vie. Et rien que pour ça, Jonathan Lambert, la patrie reconnaissante. Je vais imposer ça au programme scolaire. Ça vaut la lettre de Guy Moquet. Hein. Franchement, faut lire ça à l'entrée des C'est cours mieux que chaque la jour. lettre de Guy Moquet, ça c'est sûr. Très. Et maintenant, on termine avec, vous l'avez sur le bout de la langue, je suis sûr, c'est le blind test. Alors Chatham, vous êtes prêts là? Je vous ai jamais vu au blind test, mon cher Maxime. On est avec le spécialiste. C'est quoi le thème? Ben, le thème, c'est, comme il y a eu El Magnifico en parlant de notre ami David, ça s'appelle El Cardiaco. On est tombé super bas. El Cardiaco. Moi, je suis désolé. Donc, ce ne El sont... Magnifico, El Cardiaco. El Cardiaco. Ce ne sont que des chanteurs ou des chanteuses qui ont eu des attaques cardiaques. Qui sont morts d'une crise cardiaque. Mais non. Mais si. Mais tout le monde est mort d'une crise cardiaque. Mais Thierry, tu peux pas faire ça. Mais si, vous Et allez voir. après, il y aura les cancers de l'anus. Ça, c'est pour toi, ça. Alors, le vainqueur devra célébrer sa victoire comme un joueur de foot qui marque un but. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare. Le brio. Contenez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Musique. Michel Berger. Ouais. Je passe tous ces nuits sans dormir, à cacher pour l'avenir. Voilà, attention, on continue. Emma. George Michael. Ouais. Alors, mort d'un arrêt cardiaque à 53 ans. À chaque fois, je vais donner les dates de la mort parce que c'est encore plus drôle. C'est la semaine de la Toussaint, mais c'est spécial Toussaint, évidemment. Et de la cardiologie, donc. Tu te fais une pierre de coups. Attendez, juste une question. Et l'arrêt du tabac. Sur l'émission, vous m'avez invité par rapport à Incroyable Talent ou parce que c'est la Toussaint? Je sais plus, là, j'ai un doute. Attention, Emma. Jonathan. Ah oui. Jean Dujardin. Chabraled. Chabraled. Non, il est mort là.
Ah oui, Charagita. Je sentais qu'il allait y arriver. C'était pas loin. J'adore cette chanson. Ah, elle est belle. Bravo Isabelle. Rachid Taha, qui est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 59 ans. Attention, Emma. Oh, David Bowie. David Bowie. J'ai honte. C'est bon, je suis fan. Et voilà, David Bowie, il avait eu 6 attaques cardiaques Ah et bon finalement, il est mort d'un cancer. Ouais. C'est con. À 69 ans. Ouais. Attention, Emma. Je connais pas. Morane. Morane. Mort d'une crise cardiaque à 59 ans. Emma. Jonathan. Ouais, Jonathan, bravo. Mort d'une crise cardiaque à 62 ans. Non. Mais non. Le tennis, c'est Michel Berger. Non, mais les deux, il avait fait un tennis Ah aussi bon à Tahiti. À Tahiti. Je peux juste poser une question à Maxime. Ça te fait quoi d'être dans ton environnement, là? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il dit rien depuis tout à l'heure. J'observe. Il écoute tout le monde parler de... Lui, il est mort là, il a eu... Mais lui, attends. Non, mais il a trois attaques, il est mort du cancer. Non, c'est juste qu'il trouve pas les chansons, en fait. Attention, ça, c'est très compliqué. Emma. Ah, ben oui, c'est... Palmer. Robert Palmer. Non. Robert Palmer qui est mort d'une crise cardiaque à... À quel âge il est mort? 59 ans. Non, c'est moins. 48. Non, c'est plus. 53 au fond, madame, ce n'est À plus vous. 53. C'est carton un peu plein. plus. Non, il est mort à 54 ans. Et le point, David Ginola. Voilà. Merci, tout. Every kind of people. Il est fort, hein. Emma. Oh, les Bee Gees. Les Bee Gees, Ouais, mais bravo. c'est lequel qui est mort? Mais lequel est mort? Andy et Maurice, les deux sont morts d'une crise cardiaque. Ah ouais, les deux. L'un avait 30 ans et l'autre 53 ans. Et maintenant, on passe au Super Banco. C'est-à-dire que celui ou celle qui trouvera la réponse aura tout gagné. Voilà. Là. Et justement là, dans ces moments-là, Maxime, je te fais le pitch. Je dis à Thierry, mais c'est injuste. Et Thierry me répond, La vie est injuste. Voilà. Et voilà. Moi, je réponds pas. Et attention, hein. Emma. Sacha Distel. David Ginola. David Ginola. Et alors? David Ginola, Tu te qui n'est chites. pas mort d'une crise cardiaque à 49 ans. Non mais, tu te vois pas finir en crooner, non? Non, Mais tu te vois pas finir? non, j'adore. Ça y est, il se réveille. Je vais le taper, je vais Bon. te taper. Et maintenant, David Ginola va célébrer sa victoire comme un joueur de foot. Imagine que t'es marqué le Imagine but. que t'es bien centré. Laurent. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Comment ça va? Mais bien à vous. Ah, ils sont en feu, le public. Ah, tout va bien. ouais. Tout va bien. Ouais, on est très contents. On est parti? Ouais, on est parti. Jingle. Cette semaine, c'était la Toussaint, Thierry. On a tous, bien sûr, une pensée pour nos disparus. François Hollande, sur le point d'acquérir une résidence à Tulle. Et on va pas se mentir, ce qui nous inquiète, c'est pas tant qu'ils redeviennent propriétaires à Tulle, c'est qu'ils redeviennent locataires à l'Élysée. Car oui, d'après son ancien conseiller Gaspard Ganzer, François Hollande veut revenir. Pas d'inquiétude, hein, car selon son entourage, Michael Schumacher voudrait lui aussi revenir. Et pendant
ce temps-là, Emmanuel Macron vide son agenda pour se reposer. Il a le droit, lui aussi, à ses vacances de Toussaint, prendre quelques jours pour lui aussi fêter ses morts, le code du travail, les retraites, l'écologie, Alexandre Benalla. Ou pour oublier sa cote de popularité, qui est encore plus basse par rapport à Édouard Philippe. Macron, il va être bientôt moins populaire que Nordal le Landais. On est loin. Mais il faut le soutenir, Manu, parce que c'est quand même triste pour un ancien banquier quand plus personne t'accorde aucun crédit. Oh là là. Ah, ça bosse. Passons aux insoumis. Alors je ne parlerai pas... oh, il l'attendait avec impatience. Je ne parlerai pas du couple Mélenchon-Chikirou. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon nous a prouvé que c'était l'exact inverse de François Fillon. Puisque Fillon, en plus de coucher avec Pénélope, on a découvert qu'ils étaient censés bosser ensemble, tandis que Méluche, en plus de bosser ensemble, on a découvert qu'ils étaient censés coucher avec. Mais... je vais parler de l'autre couple, Alexis Corbière et Raquel Garrido, qui ont bénéficié d'aide aux travaux pour ménages très modestes. Vous êtes fiers de vous, Thierry? Laissez vos collaborateurs comme ça, dans la précarité, avec le pauvre salaire que vous donnez à Raquel, elle doit demander des aides sociales, mais... faut payer correctement les collaborateurs. Bon, ça fait 10 ans que ma fille s'habille chez Emmaüs. Vous trouvez ça bien? Politique internationale. Et voilà. Ça, c'est un nouvel instrument. C'est un nouvel instrument pour parler du Brésil. Du Brésil, évidemment. C'est bien produit, cette émission. Le Brésil bascule à l'extrême droite. Bolsonaro élu président. Alors, Marine Le Pen a salué, évidemment, l'élection de Bolsonaro et elle a dit qu'elle attendait avec impatience qu'il nomme son prochain gouvernement, avec, elle espère, Joseph Menguelito, Adolfo Eichmanninho et Klaus Barbinho, de préférence. Mais c'est vrai que l'extrême droite au Brésil, ça reste moins inquiétant que dans d'autres pays. C'est vrai que le bruit des tongs, ça fait moins peur que le bruit des bottes. Ouais. Mais on verra. De toute façon, il faut attendre l'entrée en fonction de Jair Bolsonaro. Alors oui, c'est son prénom, il s'appelle Jair. C'est qui nous fait plus spontanément penser à une éjaculation faciale, mais oui. Et d'ailleurs, il y a des ressemblances entre les deux. On s'attend à un gros durcissement et ça va nous piquer un peu les yeux. On voit le mec qui s'y connaît. Il y en a 2-3 raffinés. C'est important. International, toujours avec mon chouchou, le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Il sera candidat à sa réélection. Donc la saison 10 de Walking Dead se déroulera en Algérie. En plus, le gars, il t'annonce ça la semaine de la Toussaint. C'est quand même magique. Quand je pense qu'il y a encore des gens qui doutent qu'il y ait une vie après la mort, mais regardez, c'est évident. Alors c'est vrai que quand on dit Bouteflika et urne, on pense pas directement à élection. Oui. Non, c'est pas bien. Et de mieux en mieux. Russie. Les progrès. Des fosses communes staliniennes identifiées grâce à la Luftwaffe. On peut penser ce qu'on veut de la Luftwaffe, mais au moins avec eux, on retrouve des corps, contrairement à la Malaysian Airlines. Judiciaire. Cet homme n'a pas de limite. Ouais, quand ça vient de vous. Bagarre à Orly, Booba et Karis, condamnés à 18 mois de prison avec sursis. À l'annonce du verdict, Booba et Karis semblaient plutôt satisfaits, même s'ils auraient tous les deux demandé « Mais qui c'est ce sursis ?» Très bon. Sans transition, homophobie à Paris, 2 hommes qui s'embrassaient ont été agressés violemment dans le 19e arrondissement par 2 individus qui les ont roués de coups. Alors j'en profite pour rappeler peut-être les bases, mais cette différence essentielle. 2 hommes qui s'embrassent, ce sont des homosexuels, et 2 hommes qui les frappent, ce sont des enculés. Sport, Tour de France, le trophée du vainqueur Garen Thomas a été volé. On a volé son trophée et je dis c'est dingue, tous les trophées importants ont été volés cette année. Je rappelle qu'avant celui du Tour de France, c'est déjà la Coupe du Monde qui avait été volée à la Belgique par la France. Et oui, c'était très clair. Rancunier. Oui, un petit peu, j'ai le seum. People. Cœur de pirate est en manque de sexe et n'a pas peur de le dire. Eh ben, je crois qu'il va vraiment falloir qu'on lui présente bite de corsaire. Allez, les brèves. Une femme morte d'un cancer après avoir reçu les poumons d'une fumeuse. Et encore imaginer le type qui va se faire greffer le foie de Renault.
Narbonne, les pieds du cambrioleur dépassaient du bas des rideaux. Apparemment, Jawad se lance dans les cambriolages. Ça marche toujours, Jawad. Ça faisait longtemps, hein, c'est pour ça que ça marche. Ça faisait longtemps, on l'avait presque oublié. Australie. Un jeune rugbyman décède après avoir mangé une limace. On ne le répétera jamais assez. La fellation, quand on bande mou, c'est dangereux. Thaïlande, un homme recueillait les chiens errants et les prostituait pour des clients zoophiles. Et là, ça me dépasse totalement. J'ai dit, mais quel est le con qui va jusqu'en Thaïlande et une fois sur place, il s'est dit, tiens, je me taperais bien un labrador. Non, mais... Il y a plus près. Mais ouais, c'est ça, c'est idiot. Et alors peut-être lui, parce qu'on en a encore un brillant ici. Un chien dévore les parties intimes de son maître qui s'était étalé du beurre dessus. Je ne sais plus quoi faire, Thierry. C'est quoi l'étape d'après? Non, mais... C'est quoi l'étape d'après? Il y a un gars qui va faire un glory hole dans une ruche, je sais pas. Je vous laisse expliquer aux téléspectateurs ce qu'est un glory hole. Allez, on vient à l'artiste de la semaine. Wow. Ah bah oui. Censuré. Chaque semaine, j'ai un petit instrument en plus. James Lee Byers, c'est un artiste américain décédé en 97, qui est exposé en ce moment à Anvers, grand spécialiste des installations et des performances. Alors on le voit ici, c'est une photo de lui. Voilà, c'est un mix entre Julien Doré et Amélie Nothomb. Et on va commencer par ses installations en musée. Voilà, une œuvre baptisée The Name of the Artist, le nom de l'artiste. Alors une œuvre qui est évidemment prête à des interprétations. Alors pour ceux qui ont l'esprit mal tourné, évidemment, ils voient un appareil reproducteur masculin, tandis que ceux qui ont un peu d'esprit, de finesse, on peut voir dans cette œuvre, bon, c'est une bite, mais voilà. La suivante est assez mignonne. Visiblement, Kim Kardashian a oublié d'enlever son maillot dans la cabine de bronzage. Une œuvre intéressante, c'est celle-ci. Je me suis dit, si elle avait été noire, je pense qu'Emmanuel Macron se serait mis juste à côté pour prendre un selfie avec, mais James Lee Byers sort parfois des musées. Alors on va voir ici, et là on se dit, mais Cœur de pirate, elle devrait peut-être aller en vacances à Venise. Et même à Paris, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, voilà, une œuvre qui est une mise en abîme du marché de l'art, puisqu'il nous avoue clairement qu'il s'est fait une couille en or avec cette œuvre. Et j'en viens à ma partie préférée de l'artiste, ses performances. Ça, j'aime bien la première performance, le premier happening, 2 in a hat, 2 dans un chapeau. Il a laissé 2 personnes au milieu du musée pendant des heures. Alors on imagine la conversation, non, mais puisque je te dis que c'est mon chapeau, non, c'est bien, rendez-moi. Et puis il a poussé la réflexion plus loin avec 4 in a dress, 4 dans une robe. On le voit 4 personnes, dont 3 jeunes femmes dans une sorte de burqa, comme ça, fantasme absolu de Tariq Ramadan. Et il a poussé la réflexion encore plus loin, avec 10 dans un chapeau, voilà, qui n'est pas sans rappeler une autre performance marquante, 11 dans un string, réalisé par Zaya en 2008 avec l'ensemble de l'équipe de France. Et la dernière, j'aime beaucoup, re-réalisée au MoMA à New York en 2014. Ce sont ces images-là de My Long Paper Walk, où l'on voit un homme tourner comme ça autour de quelque chose pour finalement ne rien trouver vraiment. On dirait un peu moi quand je cherche le clitoris. Allez donc voir James Lee Byers à Anvers, parce que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.